Nous sommes lundi, nous sommes très heureux de vous retrouver hein, pour le Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Tiens, je vois que c'est sympa. Vous me direz comment ça s'appelle après. Je ne connais pas, je ne suis pas très fort. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui, je vais bien. Comment s'appellent ces choses? Je dirais que ce sont des dessous de table en rotin. Non, des chemins, c'est pas un chemin. Non, les chemins, ils sont longs. C'est Mais des comme les dessous de table? Des dessous de table, oui, des dessous de table. Des dessus de table. Ah ouais, parce que quand même. En rotin. En rotin. Très bien, je comptais sur votre sens de l'art. Ouais. Tiens, à propos d'art, bonsoir Yana. Bonsoir, Brice. Vous savez comment ça s'appelle? Oui, des cercles de rotin. Des cercles de rotin en table. Pour la table, ouais. Pour la table ou le mur. Ouais. Je pense que c'est à l'inspiration. Hein. Bonsoir, oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, j'aime bien ça. En fait, moi, j'aurais bien appelé ça, Hélène, tu veux voir un plat? Moi, j'appelle ça des Dalton de table, en fait. Parce que tu vois, ça commence du plus grand au plus petit. On va recevoir des plats bientôt sur la table. Voilà, Avril, Joe, Jack, William. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous allez bien? Vous êtes en rose ce soir. En rose, oui, parce que je vois la vie en rose en 2023. La vie en rose. Voilà. Que c'est tendre. Vous voyez la vie en rose en 2023. Des ronds de table. Des ronds de table. En rotin. Des ronds de table en rotin. Des ronds de table rotin. Très bien. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice, comment allez-vous? Pardon? Il dit comment vous allez? Ça va et vous-même? Oh, Ça va Daouda, très bien. quelle Vous classe. allez? Comment Oui, vous non, allez? oui, c'est ça, me voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Daouda, comment vous allez? Votre week-end, il était bon? Oui, il était bien. Vous ne portiez pas bien le week-end? Oui, le vendredi, Ça va mieux? ça va. Même le vendredi, j'étais par contre avec Élisée. Ah bon? Oui, on a passé un super week-end. Je vois ensemble. que tu N'est-ce as pas que ce vendredi, là, tes que vous étiez affinités en train dans de cette grelotter? émission, Daouda. Vous grélotiez ce vendredi-là. Ouais. Et c'est là que vous Et êtes tu trouvé allais le temps chiller d'aller avec réaliser. Élisée. Non, on n'est pas allé chiller, on est allé donner une conférence à des jeunes du Rotarac Le samedi, en fait. le samedi parce que c'était un engagement qu'on bien. avait Daouda, pris. tu es trop calme, trop Dans la sérieux. maladie. Arrête. Donc quand je porte la veste, Réveille-toi. je suis très sérieux. Donc, voilà. Voilà. On va vérifier jusqu'à la fin de l'émission. Alors, vous êtes amoureux? Amoureux de la vie, de la famille, des amis qu'il faut aimer. L'amour de Dieu, en fait. Et puis du travail. Ouais. Voilà. Pas d'une femme. Qui c'est? Pas d'une seule femme. Vous êtes amoureux des femmes. De la femme. De la femme. Voilà. Ah là, c'est ça. Il me sauve là. C'est ça, ouais. Bon, Daouda, vous savez, vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein, Moi aussi, je vous adore. C'est vrai. Et sur le plateau, la dernière fois, on avait pensé à faire des cadeaux à des personnes. Donc, j'ai décidé de vous apporter un cadeau aujourd'hui. Voilà. Vous sûr? Oui, pour sûr. Je vous avais promis. Moi, quand je promets, je fais. Abou, vous pouvez apporter le cadeau de Daouda, s'il vous plaît? Voilà. Il s'attend à un truc de. Vraiment, en fait, Pourquoi tu dans es ma sur la tête. défensive comme ça? Non, je m'attends à un truc bizarre. Voilà. Donc, c'est votre cadeau. Je pense, oui. J'ai Waouh. vu la marque déjà. Voilà. Ryan a donné le cadeau des Non. Daouda. Rien, on peut faire de la jalousie comme ça? Voilà, c'est votre cadeau. Je Oh là là. Chou. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. C'est un quel honneur? C'est trop beau. Mais tu m'en donneras Oui, ça- un parce que Pardon genre, il y en Quel a honneur. plusieurs. Bien Je sûr. sais pas, j'ai envie de faire des cadeaux. Oui. Demain, ça sera nous? Ça sera moi? Mais tu fais ça en rotation, c'est ça? Mais c'est ça. Non, en rotin. En rotin, c'est mieux. Non, c'est trop beau. C'est trop beau, ouais, c'est Non, beau. Brice, je t'aime à mourir. Chier. Le quiero mourir. Ah, ça, hein? Ça commence à venir. Ouais, ça commence à venir. Ça commence à venir. Oh, c'est trop joli, c'est c'est trop joli, ouais. C'est bien choisi, franchement. Il est gâté. Hein. Non, c'est pas grave. Ah, c'est bon. C'est pas la boîte qui est le plus important. C'est ce qu'il y a dedans. Ou bien, Brice? Pardon? C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Oui, oui. Non, vous voulez la boîte? Si tu veux la boîte, j'ai de la boîte. Mais allez va vous offrir. Aujourd'hui, il y a Alain pour qu'il se doive. Oui, mais en fait, je pense que, ouais, on va aller, on va Non, pousser. moi, j'aime on pas va, on va offrir les pousser. cadeaux. Ah Oh, bon? mais pff, Non. Alain. Je Vous aimez pas offrir les m'attendais cadeaux? à. Moi, j'offre pas de cadeaux. Ah bon? Non. Vous en recevez? Non plus. Je refuse de recevoir des cadeaux. Mais si là, Oui, je viens c'est te Mais tendre parce un que la cadeau, tu vie est prends déjà un donner. cadeau. Alain, ça va la philosophie. On te croit même pas. À un moment, il faut arrêter. Et justement, on va arrêter. Bon, l'amoureux de la vie. ouais. Tout en rose. Amoureux de la vie est un cadeau et tout ça. Donc, du coup, merci Alain, merci beaucoup. Ça va, ça va. On en a plus pour notre grade. Le grade. À propos de grade. Bon, on reçoit Jessica maintenant, si vous voulez. Merci. Merci. Tous les lundis. Je brave les obstacles. Jessica, elle parle déjà. Depuis le fond. Du fond du studio là-bas, jusqu'ici. Bonsoir Jessica, j'espère que vous vous portez très J'ai très tout très le temps, bien. à chaque fois que j'arrive, j'ai l'impression de faire un défilé de mode. C'est bizarre. Là, c'est joli. Non, non, en fait, ça nous arrive à nous tous. Je vous rassure. Puis elle est toujours dans de nouvelles couleurs, donc ça va avec le. Ça va.
Bonsoir Jessica, votre week-end il était bon? Oui, il était tranquille. Très très bien. Vous avez eu le temps de scruter l'horizon, vous avez eu le temps Oui. de regarder 2 ou 3 points pour nous. Et malheureusement, les points dont vous nous parlez aujourd'hui, ce sont des points qui font plus pleurer que rire. Effectivement, c'est avec beaucoup de consternation que je fais ma chronique de ce soir. Une chaîne de drames se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire. Un élève de la classe de 3e au collège Krafa de Sikensi se serait donné brutalement la mort hier dimanche en se tranchant la gorge avec un couteau dans la commune de Sikensi. Selon les informations recueillies sur Abidjan, la victime Kadjon Guesson Hippolyte a commis l'acte effroyable dans la maison familiale aux environs de 7 heures. Pour les habitants du village, le suicide de ce jeune homme serait d'origine mystique. Et comme si cela ne suffisait pas, tôt ce matin, cette fois à l'Audibois, Dame Capé, éducatrice au lycée 3 de Divo, a été retrouvée morte, pendue à un manguier, non loin de sa cour familiale. Pour l'instant, les circonstances de cette dame restent encore floues. On attend les résultats de l'enquête de la police. Et cela vient allonger la longue liste de suicides constatés cette dernière semaine. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Faut-il le rappeler? La Côte d'Ivoire enregistre le 3e taux le plus élevé de suicides en Afrique, avec plus de 23 cas par an. Brice en avait parlé la dernière fois. Et c'est très grave. Et il ressort des statistiques que la majorité des personnes décédées étaient à 78% de sexe masculin, âgées de 20 à 29 ans, concernant aussi bien les personnes célibataires que les personnes vivant en couple. C'est une situation qui nous concerne tous et il faut arrêter. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la santé mentale est un sujet encore tabou, mais il faut agir parce que les choses doivent changer. Si vous avez l'impression que votre proche est mal, il faut l'écouter. Il faut essayer de le comprendre. Et si cela vous dépasse, essayez de voir des spécialistes. Mais ne le laissez pas, parce que cette vie, elle est courte, elle est fragile. Et après, on n'a que des regrets. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et surtout, dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important. Merci Jessica. C'est touchant. Hein. Merci beaucoup. Merci. Allez, On vous retrouve vendredi? Oui, vendredi encore avec beaucoup d'humeur. J'espère que ce sera mieux. Bon, ce sera parce mieux. qu'aujourd'hui, Je vous promets que ça sera mieux. on a failli pleurer. Hein. Bravo Jessica, merci beaucoup. Ouais, c'est dramatique. Ouais. Bon, je comprends pourquoi M. Alain Toussaint nous disait tout à l'heure qu'il est amoureux de la vie. Il est important d'aimer la vie. La vie, c'est un des plus précieux des cadeaux que nous avons. Quelqu'un disait que le bonheur réside dans les choses simples de la vie. Eh bien, aimons la vie. Hein. C'est ce qu'on va partager en début d'émission. Nous allons poursuivre, les amis, avec notre grande révision. Regardez cette vidéo, on va en parler après. Regardez. Tu es dans quelle école? Collège moderne du plateau. Ah, et toi? Shérif Kadidiatou. Tu es où ça? Collège Charma. Chama, Latekoubé. à Tegoubé. Union, discipline, travail, ça représente quoi pour la Côte d'Ivoire? Regarde ici. Chama, à Tegoubé comme plateau. Ça représente Union de la Côte d'Ivoire. Plateau dit Union de la Côte d'Ivoire. Et toi? À Tegoubé, Chama. Ça représente... Qui peut la sauver? Qui peut sauver? Viens sauver. Tu es dans quelle école? Collège Saint-Mélan. Saint-Bernard. Union, discipline, travail, c'est quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est uni pour travailler tout ensemble. Faut bien parler fort. C'est uni pour travailler tout ensemble. C'est uni pour travailler tout ensemble. Le sauveur même m'a inquiété. Alors, moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit c'est un gag. Mais Non, ils doivent être trop sincères. et Pourquoi c'est ça sur soit les un réseaux gag? sociaux qu'on a retrouvé cette vidéo. Bon, on en parlait justement. C'est pour ça qu'on en parle dans ma grande révision. Donc, je suis tombé sur cette vidéo-là, je me suis dit il faut qu'on en partage. Alors, quand on regarde, je me suis dit, au début, je me suis dit c'est un gag, c'est pas possible. Mais après, supposons que, encore une fois, supposons que ce soit vrai, que ce soit de vrais élèves, mais et je pense d'ailleurs de plus en plus que ce sont de vrais élèves. Oui, parce qu'on a le logo de l'uniforme. Je refuse même de le croire, parce que voilà, je me dis, une d'entre elles, comment on arrive à ça? Mais ces élèves-là sont le reflet de ce qu'on leur enseigne, certainement. S'ils n'ont pas les cours d'éducation civique ou pas assez d'heures d'éducation civique, il est normal que la devise même du pays leur échappe. Tout comme vous demanderez certainement à des adultes de vous chanter ou de vous fredonner l'hymne national. Je pense que si vous prenez un échantillon de 20 adultes, il n'est pas impossible que vous en ayez 3 ou 4 qui ne sachent pas voilà, l'hymne national. Donc vous parlez de ce qu'on leur enseigne. Est-ce qu'on ne peut pas évoquer également le niveau de ces élèves, leur volonté à vouloir apprendre des choses? Oui, parce que déjà, l'union curiosité, discipline, c'est bon, la devise de la Côte d'Ivoire,
Je trouve que c'est quand même un basique de ce que, en tout cas, nous, notre génération, nous a appris dès le primaire jusqu'au secondaire. C'est des notions de base. L'hymne national, la devise également. Vous avez l'impression qu'on leur a pas enseigné ça? Non. Après, je ne vais pas juger, mais on voit un peu l'état du système éducatif ivoirien depuis plus d'une dizaine d'années. On en parle ici régulièrement sur les plateaux de télé, également dans la presse. Cet état-là, pardon, on Madame Bleu, mais dénonce. cet état-là, à qui la faute, dites-moi? À qui la faute? Aux On parle de élèves tout le qui- système. oui. Donc, et les formateurs qui sont malheureusement, qui n'ont pas de bonne base, qui sont malheureusement mal formés. Moi, je me rappelle, j'avais même parlé de ce cas ici, où j'avais vu à l'époque, il y a quelques années, une erreur qui s'était glissée, plusieurs erreurs qui s'étaient glissées dans les devoirs d'un de mes fils au primaire. Et je me suis dit, mais en fait, je me plains tout le temps des fautes, des erreurs, mais en fait, ce n'est pas la faute des élèves forcément, c'est la faute des formateurs. Donc c'est là qu'il faut trouver la solution, mieux les former, de leur donner de bonnes bases pour que par la suite, lorsqu'ils transmettent l'enseignement, on ait des enfants qui ont des bonnes notions, des notions de base. Parce que union, discipline, travail, quand même, on te lève le matin, on te pose la question, qu'est-ce que ça représente? Tu sais que c'est la devise de ton pays. Bon, moi, ce qui est certain, c'est que je sais que du temps où encore je partais encore au primaire et au lycée, chaque matin, le lundi matin, on montait le drapeau, le vendredi, on le baissait. Et à un certain moment, dans le cursus scolaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça avait disparu. Et je pense qu'avec le ministère de la Jeunesse, qui est piloté par le ministre Mamadou Touré, ils ont commencé à reprendre cela. Chaque lundi, maintenant, ils passent dans les écoles pour monter le drapeau et le descendre le vendredi. Je pense qu'ils ont commencé à enseigner. Sûrement, je me dis que, comme ce ne sont que 2 élèves, ils ne vont pas être représentatifs de tous les élèves de Côte d'Ivoire. Je me dis sûrement qu'ils ne sont pas encore arrivés. Là, l'occurrence, c'était 3 Le sauveur, il est arrivé lui-même. Voilà. Je me dis que sûrement, ils ne sont pas encore arrivés dans leur établissement pour qu'ils puissent savoir cela. Mais c'est le lieu aussi d'attirer l'attention du ministère qui est en charge des affaires de l'institution de la République aussi. Il faut qu'on sache tout cela. Parce que je suis pas sûr également, voilà. C'est bien vite bon de tout de suite indexer. Bon, évidemment, on fait le tour. Donc, Madame Bleu, sa cible, c'était les enseignants. Après, vous parlez même des élèves, parce que je ne suis pas sûr également que dans la classe de ces élèves-là, vous poserez la même question à l'ensemble de la classe et personne n'aurait la bonne réponse. Oui, forcément, il y aura quelqu'un qui aura la bonne réponse. Je veux dire, souvent aussi, il y a la volonté manifeste aussi de la personne. Et nous, même les parents eux-mêmes, doivent pouvoir apprendre cela aux enfants. Union, discipline, travail, qu'on appelle ça, le sceau de la République et autres, la bidjanaise. C'est des choses, depuis la maison même, on avait déjà commencé à apprendre. Donc, il ne faut pas tout le temps jeter la responsabilité sur forcément les enseignants. Non. Souvent aussi, ce sont les parents qui... Souvent, le système est en panne. Oui. Le système est en panne. Je pense qu'il faut c'est ensemble qu'on peut mettre le discours en marche. Voilà, les résultats des états généraux de l'enseignement. J'ai un avis, le dernier, donc je n'ai pas entendu Rihanna sur la question. Ouais. J'ai votre avis. Et on a un autre sujet, justement, qui parlera de l'éducation nationale, dont dans la grande action, on aura l'occasion d'en parler. Rihanna, je vous écoute. Alors, très rapidement, à la question de savoir déjà si c'est un gag, je pense que ce n'est pas un gag, parce que je pense que c'est un jeune homme qui a l'habitude de faire des vidéos très spontanées comme ça dans les rues d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Alors, sur cette question-là, c'est déplorable parce que c'est carrément une question identitaire en tant qu'Ivoirien. Ce sont des bases. Et ce n'est même pas de l'hymne national qu'on parle qui comporte énormément de phrases. On parle de 3 simples mots, tout comme on dirait orange, blanc, vert. Donc ne pas connaître union, discipline, travail, la devise nationale, c'est ne pas connaître même les couleurs du drapeau ivoirien. Et je pense que ça ne demanderait pas 1 an d'apprentissage. Après, ça pose effectivement la problématique de savoir quelles sont les priorités en enseignement. Parce que je sais que quand on est au collège, on apprend ce qu'on appelle le boileau, on a des interrogations, des évaluations. Est-ce que c'est vraiment des questions qui reviennent, qui demandent justement à l'enfant de vraiment apprendre, ou est-ce que ce sont juste quelques cours de CM qui sont donnés comme ça et puis qui ne font pas forcément l'objet d'évaluations très poussées voilà. C'est une question identitaire. Il y a peut-être les cours et puis quand l'enfant... Moi, je suis dans la caricature, hein, vous me connaissez. Oui. Bon, on donne les cours à l'enfant, quand il arrive, il a son téléphone, il est sur les réseaux sociaux pour aller chercher à voir ce que TikTok lui propose comme vidéo de culture générale, de nouveaux challenges. De culture générale. Malheureusement, tu prends des enfants, des lycéens, tu vas faire on parlait de génie en leb à l'époque. On avait génie en leb, par exemple, des émissions de culture générale où on challenge les enfants. Mais malheureusement, il y a ce manque de curiosité. Donc, tu vas poser une question de culture générale qui concerne peut-être l'actualité ici ou ailleurs dans le monde, qui concerne par exemple l'économie ou des questions de base.
Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas curieux. Moi, je le vois quand je vais En tout cas, ils sont plus curieux sur quand les je vais choses poster, essentielles. bien sûr, quand Parce je que vais vous leur poster- demanderez de réciter une chanson, de répéter une C'est chanson. ça. Bien Ils sûr. le feront. Quand je vais poster quelque chose d'éducatif sur mes réseaux sociaux, la réponse, elle est là, elle est présente. C'est juste une définition. Normalement, une définition, tu ne me demandes pas ce que ça signifie. Tu vas juste sur Internet pour chercher la définition. Mais on va encore te poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Alors qu'ils ont un outil puissant qui est là, qui leur permet de pouvoir rapidement avoir accès à l'information. Mais il y a ce manque de curiosité, il y a cette absence de culture générale. On prend ce qu'on a à l'école, en tout cas avec ce que les professeurs nous donnent. À la maison, on ne fait pas l'effort d'aller chercher plus loin, de se documenter et tout, d'approfondir sa culture générale. Et après, on va s'amuser, voilà, tout simplement. Oui. Et puis, on a ces résultats-là. Bon, je pense en même temps que c'est le résultat d'un ensemble. Quand vous avez dans un pays, enfin, je crois peut-être 2 ou 3 bibliothèques où les enfants, les jeunes, les moins jeunes peuvent aller lire, accéder donc à la culture, il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait ces errements au niveau de la culture. Là, il y avait 2 ou 3 après, bibliothèques à notre temps, mais on allait non, quand mais même. on n'a moi, même pas besoin moi, d'aller à moi, la je- bibliothèque pour connaître la le devise problème de- nationale. Non, en dehors de cela, Ok, parce qu'elle parle de d'accord. culture générale, Oui. je ne pense pas que la culture se résume à la maîtrise de... Mais on a accès aujourd'hui à des une devises, bibliothèque beaucoup plus vaste que bah oui. ce que nos parents On avait besoin avaient. d'aller à l'Institut Laquelle français qui s'appelle le Centre Oui. culturel français. Aujourd'hui, on n'a plus pour avoir besoin de se certaines déplacer. informations. Le Centre Aujourd'hui, culturel juste- américain. Voilà, juste à votre niveau. Mais je vous parle de la base. Combien de nos jeunes enfants ont une tablette, ont accès à l'Internet, ont accès librement à des livres, etc., à la culture de façon générale? Très peu. Donc je veux dire, c'est un ensemble. Si on a raté un bout du projet, il n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas le continuer. Donc je pense qu'il y a une réflexion globale à mener, parce qu'aujourd'hui, ce sont malheureusement les enfants qui sont dans une classe aisée, une classe sociale aisée, qui peuvent avoir accès à ce qu'on appelle la culture générale. Voilà, donc il faut qu'on aborde quand même... Mais oui, écoutez, s'il y avait une bibliothèque dans chacune des communes d'Abidjan, je ne tiendrais pas le même discours. S'il y en avait une dans chacune des capitales régions de notre pays, je tiendrais un autre Vous discours. parlez des bibliothèques, là? Oui, des Non, moi, je ne suis bibliothèques. pas d'accord. Moi, je Mais suis pas bon, d'accord. voilà ce que je Les propose. enfants n'ont pas Voilà- accès à la culture. Dans les lycées, il n'y a même pas de bibliothèque. Voilà ce que Non, je je suis pas propose. Mais d'accord. voilà ce que je vous propose. Cette question-là, elle sera débattue dans la grande actu. Ah bah Très bien. justement, je garde ça juste à côté. Je Ok. pose ça là. Avec on aura plaisir. l'occasion de revenir là-dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'Alain partage. Il aura le temps de préciser sa pensée. Certainement hâte. que ça. Ben voilà, mais nous aussi. Voilà. Bon, alors, Rihanna l'a dit, hein, c'est une vidéo amateur qu'on a chopée sur Internet et c'est pour ça qu'elle passe dans la grande révision. Bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle et j'en suis fier. Et bien, c'est notre image du jour, les éléphants. Vraiment, j'ai toujours cru et eu foi en cette équipe-là. Les éléphants ont battu hier 3-1. Heureusement que je n'ai pas regardé le match. Je pense que ça a aidé à ce qu'ils gagnent le match. Ouais. Ah ouais. Je Mais peux voici des regarder le garçons match. valeureux. Voici des garçons dont je suis fier. le discours a J'ai changé. toujours. Oui, le discours a changé. J'avoue que c'est l'hypocrisie. Et oui, c'est pas grave. Du supporter Mazo. Oui. Bon, alors, Élysée n'est pas sur le plateau. Ah oui, oui. Mais Il va nous manquer ce soir. ils n'étaient pas nombreux, et moi y compris, ceux qui ne vendaient pas cher la peau J'en fais partie. de ces éléphants. Moi, je suis la capitaine de l'équipe. De ceux qui vendaient pas Bon, cher. moi, je sais que quand on en débattait, j'ai demandé à ce qu'ils viennent s'asseoir pour qu'on fasse des économies. Mais malheureusement, j'ai eu honte hier. Je pense que je n'ai pas aussi regardé le match parce que je ne voulais pas souffrir. Moi, j'ai regardé le Moi, je n'ai bout pas en bout. regardé. À la 84e minute, j'ai commencé à la 84e minute. Après, Il y a- ils ont marqué il y a- le 3e but. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si c'est une forme de sursaut d'orgueil, c'est une forme également d'habitude de la compétition. C'est aussi, Ils nous ont écoutés, je pense. je pense, à un moment donné, ils ont dû se dire, il fallait se battre quand même. Ils se sont battus, les garçons. Moi, j'ai vu le match, je pense qu'ils ont était quand plaisant. même produit un beau spectacle. Bon, j'ai vu une vingtaine de minutes. Hein. Ils menaient déjà 2-1. Ensuite, j'ai vu le 3e but. C'est quand même... Ils ont produit 2-3 choses intéressantes. Mais bon, face à l'Algérie, on verra bien. Bah, c'est Ils nous ont juste- même envoyé un message. Les éléphants nous ont envoyé un message. Ah ben, la photo, comme ça. Il ne faut pas aussi Voilà. non plus. Faut pas non plus, hein, voilà. Faut arrêter quand même. Non, mais il y a quelque chose que j'ai quand même aimé, c'est le président de la FIF qui a envoyé un message de félicitations et a exhorté les Ivoiriens à les soutenir parce que le prochain morceau qu'ils doivent affronter, c'est le pays organisateur
qui est l'Algérie. Je pense que ça... Il fallait que ça tombe sur nous. Hein. Voilà, et c'est sur nous que c'est tombé. Que, mais ça va leur demander un sursaut d'orgueil supplémentaire, hein, parce que là, ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. Mais là, en voilà, plus, mais la difficulté de l'opération, c'est qu'en plus, on a une belle équipe d'Algérie, mais qui joue ses propres installations avec le soutien du deuxième homme, ça, les supporters, le public. Et quand on sait que c'est des garçons qui n'ont pas l'habitude des grandes compétitions ou de nombreuses compétitions, est-ce que ça ne va pas jouer en leur défaveur? Non, mais je suppose qu'aujourd'hui, ils sont conscients des enjeux. Ils sont conscients également que relever ce challenge, c'est d'abord pour eux. Parce que nous, on supporte. Quand les gars viennent avec le blé et tout ça, bon, après, quand vous allez revenir, c'est vous. Mais ils ont dû sûrement aussi se rendre compte que, même si souvent les Ivoiriens ont tendance à dire « Oh non, on n'est pas intéressé », mais quelque part à la maison, on se cache, avec un clin d'œil, on regarde. On voit, souvent, on même, je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas la pression des hypothèses des Ivoiriens même qui jouent sur les performances? Parce que moi, quand on s'intéresse moi aux équipes, ils avancent. Et puis, ils ont intérêt aussi parce que derrière, dans cette compétition, au-delà de ça, il y a le fait qu'ils peuvent être sélectionnés. Certains d'entre eux, selon la qualité de leur jeu, peuvent être sélectionnés. Vous faites partie de la sélection nationale. Donc, à un moment donné, il y a vos familles qui vous regardent. Il y a la nation également qui compte sur vous parce qu'il s'agit d'un leadership sportif. Mais derrière, il y a vous-même, votre carrière par la suite, en fait, qui est importante. Voilà. Donc, pour vous battre. Ouais. Et si je veux un peu faire référence à leurs années, il me semble que la Côte d'Ivoire avait battu l'Algérie lors de la dernière CAN, non? On n'avait pas battu l'Algérie? Oui, 3-1. En général, je regarde. C'est Abou, ouais. 3-1, c'est cela. Donc, bon, merci Abou. Voilà, donc je pense que ça reste quand même assez ouvert. D'autant qu'il s'agit d'un match à élimination directe. Il ne faut pas grand-chose pour gagner ou pour perdre. Ça ne se jouera pas forcément, oui, c'est ça. C'est la forme du jour. Exactement, ils ont vraiment toutes les armes entre les mains. Et puis bon, et puis, quelqu'un me disait, on commence maintenant à avoir des noms, dans cette équipe-là. On a eu Otro, Sankara, Karamoko Sankara, Karamoko, Wayou. Oui, il y a j'ai failli dire André. Oui. Bon, et puis, on a un magnifique gardien, un gardien de but. Exactement. Oui, ça pour quand même... J'ai lu quelque part qu'il pouvait même remplacer Badra. Bon, j'ai vu des commentaires sur Internet. Qui m'a fait penser à Badra, justement. Oui. Mais il n'est pas impossible que lors du prochain CHAN, la règle du jeu change parce que la CAF envisage d'étendre la sélection aux joueurs évoluant en dehors des pays, mais sur le continent africain. Donc Badra, par exemple, qui joue, je crois, il joue maintenant en Afrique du Sud ou ailleurs? Je sais pas. Non, tu sais pas. Non. Bon, tu es aussi bien informé que moi. Ouais. Je joue au basket, donc du coup. Donc c'est quand même une compétition qui va prendre un autre visage à sa prochaine édition et ce ne serait pas mauvais que la Côte d'Ivoire vraiment marque de son empreinte ce championnat. En tout cas, nous, j'avoue, et il y a la VAR de toute façon pour le confirmer, même si on ne voulait pas le faire, nous n'y avons pas beaucoup cru. Un pari quand même. Un peu, ouais, juste. Il y en a même qui ont fait des pronostics ici, en notre défaveur. Ils ont gagné. Ça vous dire à quel point ils avaient pensé qu'ils avaient... Mais non, mais enfin bref. Les éléphants, bravo les garçons. L'Algérie, c'est jouable. C'est jouable et ça le relèverait de l'exploit. C'est possible. J'ai même envie de dire, nous y croyons. Ils ont vraiment intérêt à étudier le jeu des Algériens. Je pense que Abou a un avis à donner sur... Vous pensez que Abou, c'est bon? On a des chances? Oui, aussi, on pense. Il faut le dire, on ne le voit pas à l'antenne. Ton pronostic, alors? Abou le poule. Abou le poule. Abou le poule. Non, mais et c'est monté. Ils ont gagné en confiance, ils ont gagné en maturité. Et puis, je pense que... Est-ce que c'est pas parce que l'équipe qu'on avait en face de nous n'était pas... Peut-être, je ne vais pas regarder le match. L'équipe ougandaise était très bien. Elle une bonne équipe. Elle était première d'ailleurs du classement avant ce match-là. Pour le passer de première. Et nous, c'est l'exploit. Donc franchement, il faut avoir la foi. Dieu, pour parler comme Élysée, une chose est certaine, l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde a perdu son premier match. Voilà. Donc en gros, la Côte d'Ivoire aussi pouvait perdre. Et puis finalement... L'Argentine a Messi. Oui, l'Argentine de Messi a perdu son J'ai une image, j'ai une vidéo. et je pense qu'il n'y avait rien qui illustrait mieux moi en train de suivre ce match que cette image de ce jeune garçon qui... dans les tribunes, c'était génial. Est-ce qu'on a l'occasion de voir l'image de ce garçon qui soutenait les éléphants? Mais c'était comme ça que j'étais à la maison, moi, en train de dire les garçons, les gars, ils sont bons. Mais est-ce que...
C'est toutes ces émotions qu'on Ouais. veut vivre, en fait, lorsqu'on regarde un match des éléphants. C'est ça. C'est ça. On les aime, malgré tout. Ouais. On va Moi, pas j'ai envie avoir de des dire, on problèmes de les cœur aime. après. Ouais, c'est ça. Bon, allez, soutien aux éléphants. On croise les doigts et ils jouent quand? On a une date? Mercredi, non? Ah oui, ils jouent quand? Ils jouent quand? Oui. Contre l'Algérie? Vous savez pas, vous n'avez pas encore On va le l'information. préciser tout à l'heure. Élisée, qui est notre spécialiste sport, nous dira ça demain. En tout cas, pour l'instant, bravo aux éléphants. Bravo aux éléphants, bravo. Vive les éléphants. Vive les éléphants. Allez. Éléphants. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Oui, justement, nous sommes très heureux de vous avoir devant vos postes de télévision. Vous nous regardez sur les bouquets 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Avec nous sur le plateau, il y a Alain Toussaint, Madame Edith Broubleu, il y a Daouda et bien sûr Ayana Assi. Bon les amis, avant de recevoir nos invités, venus nous parler d'une... on va parler cinéma tout à l'heure avec nos invités. Pour l'instant, on évoque... Bon, vous me direz, c'est peut-être du cinéma aussi. Je sais, ça je parle pour Alain. Eh bien, ce sont 5000 enseignants, dit-on, qui ont réclamé donc, le président Ouattara à la présidentielle de 2025. Commentaire tout de suite. Bah, s'ils sont du RHDP qui sont Oui. enseignants, ils ont tout c'est à ça. fait le droit. C'est ça. Non, y a On pas est de en problème. 2020. Oui, non, mais ils anticipent. On a vu des personnes, des candidats annoncer des ministres ou annoncer leur candidature à l'élection municipale, même si c'est en 2023, ils ont le droit. J'ai lu quelque part quelqu'un qui avait écrit en dessous d'un poste et ça recommence. Bah, ça recommence, ça ne peut pas pour les élections présidentielles, tout simplement. En tout cas, une chose est certaine. Ils sont membres du RHGP, c'est leur parti, c'est leur droit le plus absolu de demander à C'est qui ils ça. veulent d'être fait, candidat pour eux en soi- Tu m'as fait un petit 2025. courrier là Non, mais en soi, c'est... glisser la boîte aux lettres du président. Ça sera pas Non, très mais visible. Brice, Ça va pas aussi, très c'est presque un non-événement parce que c'est comme si moi je suis de la maison et je demande à ce que tu sois l'animateur principal. Je veux dire, bon, je suis dans ton équipe, voilà. Enfin, c'est presque un non-événement pour moi. Et est-ce que ça intervient trop tôt? Bon, c'est leur choix de timing. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font C'est maintenant. pas interdit en tout cas. Est-ce qu'il y a des je pense. questions d'intérêt et Est-ce que- tout ça? Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai C'est dit pas quelque une part campagne également, non est-ce que plus, hein. également c'est pas une forme de folklore auquel on est devenu habitué, Mais totalement, où c'est du des folklore. populations vont se lever, nous réclamons, nous C'est demandons. du folklore. Pardon? C'est du folklore, totalement. Il faut faire le maximum de bruit pour se faire voir. En plus, on est une corporation, nous sommes des enseignants. On a reçu aussi quand même des primes. Oh là. Primes spéciales. Ouh là là, ouh là là, ouh là C'est là. une manière aussi de dire oui, on veut que ce soit encore vous, on vous remercie. C'est du folklore, voilà. Et on est habitué à ça depuis de nombreuses années. Mais c'est un folklore tous les partis vraiment, politiques, en vraiment plus. subjectif finalement. Et c'est pour ça que je considère ça un peu comme un non-événement parce que bon, c'est pas la volonté de tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Non, mais derrière. c'est RHGP. Ils ont dit les enseignants du C'est RHGP. ça, mais c'est pour ça que les je dis enseignants en du fait que RHGP. finalement, bon, ça n'apporte rien comme information nouvelle ou comme élément d'analyse vraiment plus profond que ça en fait. Permettez-moi de le dire, mais je me suis dit à un moment donné, je vais plus loin dans mon analyse. J'ai même vu dans ce pays, c'est pour ça que je trouve que la démarche, moi, bon après je la commenterai quand je serai dans mon salon, mais je vais dire, on a même vu dans ce pays des gens qui sont allés jusqu'à porter la candidature d'un candidat Sans son autorisation. sans son autorisation. Oui, bien sûr. Et je pense que le prochain acte de ce qu'on a vu ce week-end sera certainement d'aller payer la caution du candidat Ouattara. Donc c'est encore une autre dimension du folklore. Mais je pense que l'annonce qu'ils font traduit la polarisation de la vie politique autour du président Ouattara, président Babo, président Bédié, et qui d'ailleurs empêche que puissent éclore, comme on dit, d'autres acteurs politiques importants. Donc les autres qui sont au gouvernement, d'autres qui sont dans l'opposition aux côtés de ces leaders-là, ont accepté d'être au second plan. Donc on s'interroge quand même sur ce renouvellement de générations prôné par le président actuel et par d'autres d'ailleurs qui n'ont pas du tout l'intention de passer la main. Donc, maintenant, moi, ce qui me dérange un peu quand des corporations prennent la parole publiquement pour afficher leur appartenance ou leur adhésion à un leader politique ou à un parti politique, c'est le fait que le métier d'enseignant exige quand même qu'on soit un peu, même si on a un engagement, qu'on soit un peu à équidistance, parce qu'on est en face d'étudiants, d'élèves, etc. Donc il ne faut pas non plus que
l'objet pour lequel ils sont mis en mission soit détourné à d'autres fins. Voilà. Ou soit détourné à d'autres fins ou interprété comme étant détourné à d'autres fins. C'est ça, évidemment, exactement. si vous avez un professeur qu'on imagine, c'est un peu comme nous, quel que soit le commentaire qu'on ferait, eh bien, je lis souvent sous nos posts, eh bien, c'est des journalistes RHDP et compagnie. Bon, à la limite, c'est un peu dérangeant. Il ne faut pas que les décisions qu'ils prennent, par exemple, dans le cadre de leur travail, soient interprétées autrement. Quand un élève qui est peut-être pro ceci ou pro cela est mal noté, qui ne puisse pas dire que c'est... Non, parce que l'élève aussi n'a pas le droit d'être pro ceci, pro cela aussi. Oui, non, mais enfin, mais je veux dire... Ou quand vous faites un commentaire dans un cours qu'on imagine que vous faites un commentaire parce que vous estimez aujourd'hui que le gouvernement fait beaucoup, on dit non, c'est parce que vous êtes complice, vous êtes dans l'apologie du parti au pouvoir. Si le gouvernement fait beaucoup, il faut le dire. Mais justement, si vous êtes affiché clairement comme étant un membre du RHDP, on peut interpréter donc ce qui semble être une vérité comme étant la promotion d'autres choses. Et que même les cours donnés, dispensés par ces enseignants-là soient peut-être compris autrement. Parce que s'ils font des cours de sciences politiques sur la vie institutionnelle, j'imagine que l'enseignant, par exemple, sur le tripartouillage constitutionnel en Afrique, tiendra un discours qui risque de ne pas convenir aux étudiants parce qu'il considère que cet enseignant étant pro-parti RDA ou PDCI, il a forcément une opinion qui peut changer quand même le contenu. On dit ça, mais il n'y a aucune loi qui interdit aujourd'hui à un enseignant d'afficher son appartenance à un parti politique. Ça, je veux que ce soit clair aussi. Bien sûr, il n'y a pas de... Mais ce folklore-là s'observe dans la plupart des pays africains, notamment francophones. Et c'est dommage parce que vous allez à Paris, dans les universités, dans les grandes écoles, à Sciences Po ou même dans les établissements, ils ont tous des opinions ou alors ils sont membres de partis politiques, ils sont clairement affichés. Parfois même, ils n'expriment pas clairement cette appartenance politique parce que ça aussi, c'est l'obligation de réserve que doit avoir le fonctionnaire. Ils sont fonctionnaires. N'est-ce pas? Ils sont fonctionnaires, donc il y a une obligation, il y a un devoir de réserve. Mais vous me direz que l'obligation de réserve... Bon, dans le professeur, ils ne sont pas tous fonctionnaires. Alors, oui, dans les 5 000, ils ne sont pas tous fonctionnaires. Dans tous les cas, il y a une bonne partie qui est donc, dans l'enseignement public et qui est logiquement astreint à une obligation de réserve. Donc bon, comme la loi est ce qu'elle est en Côte d'Ivoire, on peut la fouler du pied sans problème. Non, mais pour l'instant, la loi, ils ne sont pas en dehors de la loi. Je ne sais pas. On dit que le fonctionnaire a une obligation, et puis ce n'est pas spécialement dans le cadre d'une campagne ou d'une forme de pré-campagne électorale. Mais ça on est quand même... Oui, non, mais c'est pas ça. On est quand même dans une réunion, j'ai envie de dire, dans une célébration du RHDP, dont la thématique tourne un peu autour justement de la personne d'Alassane Ouattara, qui est le président justement du RHDP. Donc moi, je ne suis pas tellement étonnée de voir cette forme d'apologie et cette forme d'appel à ce qu'il soit... C'est un vœu, ils émettent un vœu. Donc c'est important aussi de ne pas enlever ça du contexte. Ils sont pas... D'ailleurs, ce n'est pas spécifique au RHDP. On sait également que... en fait, c'est vraiment une cuisine interne, finalement, qui a été relayée par la presse. Il y a des et enseignants qui peut il y a des enseignants FPI. Au FPI, c'est les enseignants qui ont porté le FPI, on le sait ici, on appelle ça, dans les années 90, jusqu'à ce que le FPI arrive au pouvoir. Donc, ce n'est pas l'apanage seulement du RHDP, en fait. Moi, en fait, je ne vais pas m'apaisantir sur le fait qu'il soit enseignant, fonctionnaire ou autre. Ce n'est pas ça le problème pour moi. Pour moi, je pars du principe que les enseignants ont commencé, mais je ne serais pas surpris que dans 2 mois, dans 3 mois, ce soit les jeunes qui viennent demander que le président... C'est leur droit. Et ce qui est leur droit, parce qu'ils expliquent, dans leur discours, ils expliquent que les autres partis ont déjà présenté leurs candidats. Et donc, si vous vous rappelez bien, Maître Camara, qui est ministre qu'on appelle ça, j'oublie un peu... de l'emploi. De l'emploi. Avait dit qu'eux, ils n'allaient pas permettre que dès l'instant que leur papa, leur père allait se présenter, leur éducation ne leur permet pas d'aller se battre contre le père de quelqu'un d'autre. Donc, ils vont présenter leur père comme candidat. Donc, jusqu'à présent, le président Ouattara n'a encore rien dit. On attend de voir jusqu'à la fin qu'est-ce qu'il va dire. Va-t-il partir? Va-t-il rester? On verra bien. Voilà. Mais une chose est certaine, il a le droit de rester. Alors, je pense que justement, le débat n'est pas autour du droit du président à être candidat. Selon la nouvelle constitution de la nouvelle République, il est à son premier mandat, donc il a tout droit de faire un deuxième s'il le veut. Ouais. Voilà. Ce qu'on déplore ici, c'est qu'on a rarement un débat politique qui tourne autour et du bilan et du projet. Le bilan pour le président en exercice, donc président sortant, et puis le projet
pour lui aussi, Après, c'est pour un peut-être nouveau trop tôt, mandat. c'est Et peut-être puis, trop tôt pour parler de ça. oui, mais bon, on peut au moins avoir un débat autour des idées. Un débat, oui, tout Voilà, à fait. là, on Le parlait président, un de- débat autour des idées porté par un Mais candidat. Après, les- il faut déjà qu'ils définissent qui est C'est leur ça, candidat. faut que ces Et idées après, soient Non, mais émises, moi, c'est clair. même l'action du gouvernement mérite quand même un débat. Voilà. Mais je pense que Sur la question économique et Boaké, autres. justement, ils ont dit qu'ils présentent ils souhaitent qu'il soit candidat à cause de son bilan, à cause des projets qu'il a commencé et des projets qui sont encore en cours. Ils souhaitent qu'il continue sa mandature pour son deuxième mandat de la Troisième République pour terminer tous ces gros chantiers qu'il a déjà commencé. Donc, du coup, Bon, eux, après, ils ça, viennent... c'est pas trop Oui, un c'est- débat, ça, c'est vraiment Mais l'apologie basée Oui, sur mais ça. pourquoi se mais faire un ils débat présentent- eux-mêmes Oui, Voilà, mais c'est ça, en Donc, fait. la Voilà. contradiction doit venir de quelqu'un de d'autre. C'est quelqu'un ça, en d'autre fait, qui présente ouais. au moins leur bilan. Voilà. Voilà. De toutes Maintenant, les je pense façons- que Bon, de toute façon, de l'autre ça a côté, l'opposition de je- venir dire, bon, voilà, vous avez dit que vous avez fait ça, mais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. De toute Pour qu'il y ait façon- le débat public De sur toute l'espace. façon, le président Bédier, il y a quelques années, lors de l'inauguration du troisième pont, disait que le troisième pont méritait au moins 3 ou 4 mandats. Ouais. Donc le président Ouattara est un peu dans C'est la cette VAR, logique-là. Maintenant, le problème, c'est que il faut qu'on débatte voilà, de ces idées-là. Moi, je pense que sur le plan économique, les réussites, les résultats en demi-teinte, les échecs, etc., qu'on en parle. Voilà. Mais rarement, on a, lors de ces réunions, de vrais débats. C'est ce qui est déplorable. Non, de ces réunions au sein même du parti, C'est ça. non, je ne pense pas qu'il va y avoir ce genre ce de débat-là, pas du tout. Ah ben si, Parce pourtant, il qu'ils devrait ont, en avoir. devrait en ils sont fait et cause pour leur Oui. Et puis, président. il ne faut donc pas oublier le forcément, il n'y aura pas de militantisme. contradiction. Je veux dire, ça. cet esprit ici. Ce débat-là, on qui doit est l'avoir aveugle. lorsqu'on va aux élections, lorsqu'il s'agit de voter, de passer au renouvellement. En tout cas, je de lisais faire l'alternance. Je lisais en une de chez nos confrères du Nouveau Réveil, Le Nouveau Réveil, PDCDA, Bédier, l'indéboulonnable. Voilà, Au moins, ils annoncent les couleurs. voilà c'est tout. mais Vous tu dites sais tout que- ça, mais au PDCI, Bédier, Il ne bougera patron, pas. l'indéboulonnable. Le problème, c'est que cette même une à côté, juste d'un autre titre, on dit que le RAGP est en train de faire de La sorcellerie du quatrième mandat a commencé. La sorcellerie du quatrième mandat. Bon, je trouve que, moi, j'ai trouvé ça un peu C'est là où ça va limite, m'énerver, franchement. hypocrite, parce que vous estimez que votre candidat est indéboulonnable, mais chez les autres, ils n'ont pas aussi le droit de Oui, non, là, laisser c'est quelqu'un différent. inamovible. Je veux dire, en général, le débat a lieu autour de la mandature, Voilà. de l'accession à une autre mandature pour le C'est ça. président Alassane Bon. Ouattara. Ici, on parle d'indéboulonnable dans le cadre de la présidence Du PDC. du PDCI, donc ça n'a rien à voir. C'est Oui, pas mais- le même débat. Mais ils peuvent Non, même pas, il dit ils peuvent ça même n'a pas, rien à le même voir. débat. ils peuvent même pas Non. mener ce débat-là Bah, s'ils peuvent, ils sur peuvent. Je- la je- légitimité, ils la peuvent, légitimité ils peuvent, ils peuvent. du président, de ce il peut président. être président. Ils peuvent. Daouda. En tout cas, mener un débat, Daouda. si c'est mener un débat, Il peut, je vous oui, Daouda, il promets. peut être président du commentaire PDCI, il peut être président du PDCI et avoir un autre candidat pour la présidence. On Voilà. nous dit, en attendant, les l'élection enseignants gagneraient présidentielle. à enseigner la devise de la Côte d'Ivoire. aux Ben oui, élèves. ça, Merci. absolument. Franchement, Ça, merci c'est pour bien vu, ça. ce C'est très bien commentaire. vu. On salue cet internaute. Bon, voilà, on a le droit de faire des débats, on a le droit de débattre. Hein, et justement, c'est un peu ce qu'on fait sur le plateau. Le débat s'est concentré sur les Bon, élèves. allez, on parle un peu cinéma. Nos invités sont là et je peux vous assurer qu'ils sont impatients d'être sur notre plateau. On regarde la bande-annonce du film et puis on revient tout à l'heure. À tout de suite. C'est Greg le millionnaire. Il est mort. Greg le millionnaire a été retrouvé mort. Lorsque des millions sont en jeu, tout le monde est suspect. Vous pensez que M. Mongo aurait pu avoir des ennemis? Quand on gagne autant d'argent que lui dans un pays comme le Vatican, on a forcément des concurrents. Puissance, On peut faire confiance à personne. argent, Si tu ne cherches pas à monter, d'autres le feront. manipulation. Combien? Il faut tuer avant de se faire tuer. Qui tire les ficelles du jeu? Ce n'est pas personne. C'est le Batanga. Au Batanga, votre nouvelle série Canal+ originale. Lundi 23 janvier seulement sur Canal+ Première. De retour sur le plateau du Grand Talk, la bande-annonce du film, l'un des films les plus attendus, c'est Obatanga. Et pour en parler, faites-moi ce que vous avez fait sur une autre chaîne. Vous êtes présenté, vous avez fait un genre de présentation. Faites ça pour nous. D'accord. Moi, c'est Arthur Longueville. Je joue le rôle de Xavier Mutonda dans la série Obatanga. Moi, c'est Mouna Ndiaye. Je joue le rôle du capitaine Olenga qui va essayer de démener un peu cette enquête autour de l'assassinat du meilleur ami et associé de Grégory Mongo.
Donc voilà, et elle-même, elle ne sait pas qui est coupable. C'est ça. Malheureusement. C'est ça. Au Batanga, on présente un peu la trame de Oui, la l'intrigue. série. Quelle est l'intrigue Oh. de la série? C'est un thriller politique avec beaucoup d'enjeux. Il y a de l'argent, il y a des femmes, il y a des blanchisseries, de l'argent acquis rapidement, on ne sait comment. Du pain et des gâteaux. Voilà, un peu de corruption. Voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu, comme disait quelqu'un tout à l'heure, à des situations que nous vivons au quotidien en Afrique, ici, sauf que c'est une république imaginaire, mais avec des vrais sujets qui touchent nos sociétés, qui amènent les gens à se poser des questions sur réellement le fonctionnement de Mouna, on parle un peu du casting. Je crois que c'est l'une des forces de la série. Un casting de folie quand même. Oui, un casting de folie. Il y a Arthur, il y a Sidiki Bakaba, il y a Tola Koukoui, il y a Bambadjan, il y a Evelyne Haïli. Il y a toute l'Afrique. Un casting continental. Voilà, panafricaine. Panafricain. D'ailleurs, elle est sélectionnée au prochain FESPACO. Clémentine Papoué. Ouais. Et le tournage a pris combien de temps On a tourné 5 semaines, je pense. Entre 5 et 6 semaines. Tu fais que des films de police? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'ai joué les avocates. Bon, c'est le même système. Mais là, j'ai évolué en grade, je suis capitaine. C'est ça que je constate. Je suis capitaine. Après, ça va encore peut-être évoluer. Mais je ne fais pas exprès. On ne sait pas. Est-ce que vous vous inspirez d'histoires vraies ou d'événements je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais comme le scénariste n'est pas là, le scénariste, c'est un jeune Camerounais qui s'amusait à écrire, à faire des petites vidéos sur YouTube, et puis il l'a proposé à Canal+, et ça a fonctionné. Et ça s'est transformé en série. Ça s'est transformé en série. Et entre le début du tournage et la sortie, donc ce soir, on a mis exactement 6 mois. 6 mois. Justement, 6 mois de tournage, un peu les conditions de tournage, tourner dans de bonnes conditions, les effets spéciaux, le maquillage. Malheureusement, ils ont souvent accusé certaines séries d'avoir été low cost et donc passer à côté de certaines choses importantes. Est-ce que vous avez l'impression que les conditions optimales ont été réunies pour ce film-là? Vous avez le droit, vous allez perdre votre place après dans le film. Allez-y, vous êtes des artistes engagés. On a tourné dans de très très bonnes conditions. Ça, je préfère vous l'assurer en même temps. On a tourné dans de très bonnes conditions, on a été bien traités. L'équipe d'Alex Ogo. Les animaux n'ont pas été maltraités. Non, on était vraiment chouchoutés. On était vraiment chouchoutés. Et tout le monde était à l'aise en tout cas. Alors, vous êtes acteur et vous savez que la vie politique dans nos pays d'Afrique est caractérisée par cette lutte pour le pouvoir, lutte pour l'argent, lutte pour la puissance, etc. À travers ce film-là, c'est aussi une forme de témoignage que vous apportez parce que vous vous habillez, vous revêtez des costumes quand même de personnages qui pourraient être, qu'on pourrait rencontrer au coin de la rue ou quelque part dans des salons feutrés dans nos capitales africaines. Ouais, on pourrait dire ça. Salon feutré, je ne sais pas, je ne vais pas dans les salons feutrés. En tout cas, non, pas du tout, mais on interprète des rôles. C'est vrai que la série Obatanga touche certains aspects de la vie quotidienne. On interprète des rôles, on essaie tant bien que mal de faire ressortir certaines choses, mais pour dire qu'on s'est pris carrément. Sinon, on peut répondre à cette question en une seule phrase. C'est filmé. C'est juste la fiction, comme il dit. Est-ce qu'à la fin de la série, donc la diffusion, est-ce qu'avec le réalisateur, il est envisagé, et le scénariste, il a envisagé une saison 2, par exemple, de cette série? On attend le retour du public. Mais nous espérons fortement qu'il y ait une suite. Ça vous intéresserait? Donc il y a une suite, rien que pour l'histoire, en fait. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, vous incarnez quand même le nouveau cinéma africain. On a terminé un peu avec l'époque du cinéma Calébas, excusez-moi pour les aînés, Gaston Caboret, mon ami que je salue. Voilà, il vient de me répondre, Alain, arrête-moi ça. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans une nouvelle ère. Comment est-ce que vous trouvez les financements, les ressorts, les ressources pour pouvoir produire de si belles choses? Le nerf de la guerre, il est là justement. C'est que malheureusement, nos films et nos séries, la plupart sont financés par des financements externes, pas des financements propres
l'Afrique. Et justement, on l'a dit à l'avant-première, malheureusement, il y a en général dans les films, ceux qui donnent l'argent, on les voit apparaître. Malheureusement, on ne voit pas très souvent apparaître des sociétés privées du pays. On ne voit pas très souvent apparaître le logo de nos ministères respectifs. Et ça, nous le déplorons vraiment. Parce qu'au contraire, on essaye de plus en plus de produire des séries qui aient moins de telenovelas, des séries tournées, produites en Afrique. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une série complètement panafricaine. Les techniciens, tous les techniciens sont originaires de pays d'Afrique. De l'Ouest, du Centre, et voilà, tous. Tournés, joués, montés en Afrique. Et je pense qu'on peut y arriver si nous arrivons à avoir des financements, à développer une vraie industrie autour de notre cinéma. L'autre faiblesse, Brice, excusez-moi, aussi de ce secteur, c'est l'absence de salles qui vous contraint souvent à faire des séries plutôt que des films qui pourraient être projetés dans des villes petites et moyennes de nos pays. Comment est-ce que vous vivez cela? Parce que finalement, vous produisez, vous travaillez finalement pour le cinéma. Parce que si on veut respecter, par exemple, la chronologie des médias, le film, quand il sort en France, c'est d'abord la salle, ensuite en vidéo, enfin, à l'époque, et ensuite il est mis en ligne, etc., avant d'arriver à la télévision. Or là, vous allez directement à l'unique média que vous avez. Bon, la salle, peut-être, mais là, vous êtes directement à la télévision. Donc, c'est quand même aussi un certain nombre de spectateurs dont vous vous privez, en fait. Non, on ne se prive pas. Je pense que c'est deux univers complètement différents. L'univers de la télé et l'univers du cinéma. À la télé, on fait des séries. Au cinéma, on fait des films qui sont projetés dans les salles. Avant qu'ils soient, quand ils amortissent un peu, on les rachète, on les met dans les télés. Sauf que nos télévisions n'ont pas les moyens d'acheter nos films. Donc les films sont obligés de faire le tour des festivals. Pardon, j'ai dit quelque chose de pas bien. On fait le tour des festivals. Une fois que le film a fait le tour des festivals, après, on essaye de faire des sorties dans les quelques salles qui nous restent. Malheureusement, effectivement, il n'y a pas assez de salles, mais il y a un vrai public de cinéma. Moi, je vois dans les quelques salles qu'il y a, que ce soit ici ou à Ouaga, quand il y a un film qui sort en salle, les gens se déplacent pour y aller. Donc, il y a aussi il y a de la demande. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir produire. Et pour pouvoir produire, il faut qu'on ait de l'argent pour faire des films. Bien sûr. Alors, voilà. Edith parlait d'une saison 2. Peut-être que vous allez faire une version cinéma de ça, peut-être, non? Non, en général, on fait l'inverse. On fait des films, après on fait des séries. Oui, je vois. Mais on ne transforme pas une série en film. Compte tenu de l'intrigue, du synopsis, j'ai lu un peu ce que vous faites. Non, parce que du coup, il y aura plein de choses que vous n'allez plus voir. Parce que pour mettre 6 épisodes en 1h30, il y a plein de choses qui vont passer à la fin. On m'a dit 2 heures, comme ça on restera longtemps au cinéma. 2 heures. Le jour où vous aurez envie de parler journalisme et tout ça, vous allez faire l'interview d'Alain Toussaint. Ça me passionne. Bon, allez, ça, on va faire la petite question fun. Dans le film, vous me direz oui, non, hein, sans le spoiler. Il y a de l'argent? Oui. Il y a beaucoup d'argent? D'accord. Il y a de la baston? Oui. Cascade? Non. L'amour? Oui. Oui. Ah bah, ça m'intéresse. J'irai voir le film. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Le film passe à partir d'aujourd'hui même. Aujourd'hui à 20h30. Donc au Batanga à 20h30. On finit à 20h30. Donc juste après le temps de regarder. Sur le smartphone. Et puis on l'aura certainement hein, sur... Pourquoi faut négocier les contrats quand même? Enfin, j'en parle comme ça, juste un peu. Vas-y. C'est un peu d'argent quand même. Très bien, ok. Bon, on a c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Pensez à nous autres. Hein. Merci à tous les deux. Merci. Et à tous les autres qu'on embrasse. Voilà. Et puis plein de succès. Félicitations. Merci. Courte pause, je n'ai aussi souvent dit pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk hein, en compagnie d'Alain Toussaint, Edith Broubleu, Daouda Koulibaly et Rayana Assi en bleu. Ouais. Très bien. Faut faire comme Edith. C'est ça. Ça s'appelle un bleu roi, c'est ça? Bleu roi. C'est ça. Et mon oreillette. Et mon oreillette aussi. Bleu reine. Et grande actu, mesdames, messieurs, on évoque la question de l'éducation, encore une fois, dans notre pays. Et, quelle éducation? Et des chiffres quand même qui sont en provenance. Daouda, des chiffres qui sont en provenance du lycée d'Adzopé. Voilà. Où on parle de 600 élèves qui sont... 641 exactement. Voilà, 641 pour être plus précis, qui sont en phase d'être exclus parce que pour le premier trimestre, ils ont eu une moyenne qui était en deçà de la moyenne demandée par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation
En gros, sur près de 2964 élèves, c'est 1500, plus de 1500 ont obtenu la moyenne et les 641 n'ont pas obtenu la moyenne. Donc, en gros, durant une réunion, le proviseur de l'établissement a demandé aux enseignants de redoubler d'efforts pour que ces élèves-là puissent se mettre au travail, pour que les autres trimestres qui restent à venir, ils puissent avoir la moyenne et passer en classe supérieure. Sinon, ils risquaient de sortir du système scolaire. Mais la question, il y a un système, je je plante un peu, je ne reprends pas d'école, je précise ce que Daouda a dit tout à l'heure. Il existe ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Donc avant, on recevait des bulletins, les parents recevaient des bulletins via la poste et on avait l'occasion où on remettait les bulletins aux enfants pour remettre... pour que ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait jamais, ça évidemment. Non, je sais, ça n'arrivait pas. Mais ils ont décidé justement de faire évoluer le système et à chaque trimestre, eh bien, on organise des journées portes ouvertes où les parents ont l'occasion de rencontrer le corps enseignant pour discuter face à face, donc pour évoquer les problèmes ou encore encourager donc, les élèves. Et c'est justement au cours d'une d'entre elles donc, que le proviseur du lycée d'Adzopé a fait cette remarque-là. Mais 640 sur 2000, plus de 2000 en tout cas, ça fait peur. Oui, mais la question même à se poser, c'est sur le niveau d'enseignement qui est fourni par les enseignants, par le corps professoral du lycée moderne 2 d'Adzopé, parce que la moyenne générale, en tout cas ce qui est marqué, la moyenne générale de l'école est estimée à 10,28. Donc, on s'étonne de voir que 641 élèves sont sur le point, en tout cas pour ce premier trimestre, il y a déjà une alerte, sont sur le point d'être exclus, avec une moyenne inférieure en fait, si ou je le point égale... d'être exclu, je tiens à préciser... Oui, non, on précise au premier trimestre. Voilà, c'est un avertissement. Voilà, c'est ça. C'est un avertissement, mais 641, donc près de 20%, 21% de l'effectif, qui a une moyenne inférieure ou égale à 8,50 et la moyenne générale de l'école est à 10,28. Il y a des questions à se poser sur l'enseignement qui est fourni par les professeurs également, Bien sûr. au niveau de ce lycée. C'est bien qu'Edith soulève cette question, donc celle de l'enseignement même fourni par les professeurs. Se focaliser justement qui est finalement sur un seul maillon. Les élèves peuvent être je crois qu'il y a le niveau global même au niveau de l'éducation. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est un seul maillon de la chaîne. Aujourd'hui, ce qui est décrié ici, c'est, comme on le disait à l'entame de l'émission dans la grande révision de Brico, c'est vraiment tous les mots qui se trouvent dans tout l'écosystème d'éducation en Côte d'Ivoire. On est bien d'accord que... moi j'ai toujours été contre cette mesure de dire on va exclure les élèves parce qu'ils ont autour de moins de 8,50, etc. Moi, je suis pour cette mesure-là quand on a réuni toutes les conditions pour que ces élèves soient des élèves excellents et que toutes les conditions soient réunies pour eux, pour qu'ils puissent avoir le savoir, franchement, dans toutes les conditions. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on est dans un contexte où on a eu des états généraux dont on n'a pas encore eu les résultats parce qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas justement dans ces états généraux. On est dans un contexte où les mots de l'école ivoirienne sont connus de tous, même sans ces états généraux. C'est des mots qui continuent j'ai envie de dire, de se creuser de plus en plus. Et derrière, on met une mesure, limite une sanction pour des élèves qui souffrent des maux de ce système. Pour moi, ça n'a absolument aucune logique. Et on est dans un pays où on cherche à se développer. C'est l'année de la jeunesse, on cherche à développer le savoir de la jeunesse, mais on exclut ces mêmes jeunes-là parce qu'ils ne sont pas dans le système qu'il leur faut pour avoir les bonnes moyennes. À un moment, il faut qu'on soit cohérent dans la démarche. C'est exact ce que dit Rayana. Je pense qu'on est en plein délire, en pleine incohérence. Voilà, on ne peut pas construire une société de justice, une société égalitaire, on dit Côte d'Ivoire solidaire, et puis créer des exclus des classes. Ces enfants qu'on mettra à la porte à la fin de l'année, comment est-ce qu'ils feront, eux, de même pour se tracer un chemin dans la vie? Est-ce qu'on ne fixe pas également des objectifs à ces enfants-là? Non, mais les objectifs, elle l'a dit. Si les conditions sont réunies, mais quand vous êtes 80 élèves par classe ou 60, 70, comment voulez-vous dans ces conditions? Mais là, il y a 600 sur 2000. Il y a au moins 1500. 1500 qui ont eu la moyenne. Qui ont eu la moyenne. Ceux-là, comment ils font? Mais Brice, vous savez, dans une société, même si on a un groupe de 10 personnes et qu'il n'y en a qu'une seule qui est en situation d'échec, c'est quasiment un échec pour la société. Et la responsabilité de l'État... Mais c'est que toutes les sociétés ont échoué, parce que vous n'allez pas me dire que vous avez trouvé une société où tout le monde réussit tout. Mais justement parce qu'on va souvent sur des chemins qui ne sont pas les bons chemins. On va souvent sur des modèles qui ne sont pas les bons modèles. Est-ce que nos enfants sont dans les meilleures conditions d'études? Je ne pense pas. Est-ce que les enseignants qui vont leur dispenser les cours ont eux-mêmes reçu la formation adéquate qu'il ne fallait pas? J'en doute. Donc, à un moment donné, elle parlait des états généraux de l'éducation dont les résultats
sont cachés depuis plusieurs mois, il serait bon qu'on sache exactement les mots dont Bon, alors là, exactement, ils sont là. En l'occurrence, ils ne sont pas cachés. Les résultats sont en ce moment, on nous a dit, c'est à la primature. Cachés dans un carton à la primature. Ils sont en train de dépouiller, ils sont en train de l'étudier. Sur ce que tu soulèves comme point de dire justement qu'on a autour de 2000 étudiants et qu'on en a 1500 qui réussissent, mais malheureusement, l'école, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'école, c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas. Le but, ce n'est pas seulement ceux qui sont intelligents ou qui s'en sortent avec seulement la moyenne. On a une moyenne quand même de 10, donc on est bien content de parler. Là, on parle quand même de ceux qui sont en dessus de 8, mais on n'a pas quand même les chiffres de ceux qui sont entre 8 et 9 ou entre 8 et 10. Donc, ce n'est pas pour dire que ce sont tous des gens qui sont brillants. Oui, mais alors... Tu vois, il faut que l'école puisse être capable quand même de délivrer un savoir à ceux qui ont des difficultés, de les accompagner. Mais de ce que j'entends depuis sur le plateau, la seule responsabilité, parce que à vous entendre, on n'indexe que la responsabilité des enseignants. Non, pas que les enseignants, le système éducatif. Le système, toutes les conditions qui ne sont pas réunies. Donc, qui prend les acteurs du système éducatif, y compris les élèves eux-mêmes. Oui, les élèves eux-mêmes, absolument. Les parents, il y a les élèves eux-mêmes. Oui, c'est tout un écosystème en fait, finalement. Mais quand les enfants sont dans des conditions d'abord de vie personnelle difficiles, parce que l'école, elle est faite pour socialiser, pour ouvrir l'esprit, pour recevoir un savoir. Maintenant, ceux-là, quand on les met hors de ce cadre-là, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Parce que tu as des si on sanctionne les élèves, pourquoi on ne sanctionne pas les autres maillons de la chaîne? Certaines écoles maintenant qui malheureusement sont pour la plupart des fumoirs. On a eu des cas également d'élèves qui se sont fait malheureusement poignarder aux abords de leur école, oui, même à l'intérieur de leur école. Ils ne sont pas en sécurité. Il y a également le nombre pléthorique d'élèves dans les classes. On a encore malheureusement ce problème dans certains lycées et collèges. Toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais je veux dire, vous me dites ça comme si, c'est peut-être moi qui l'interprète différemment, vous me dites ça comme si c'était nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. On fait toujours ce constat. Il y a 20 ans, vous étiez à l'école. Dans votre classe, il y avait des gens qu'on ne déposait pas à l'école, qui venaient de très loin, qui venaient à pied, qui avaient des parents de conditions hyper modestes, difficiles, après qui ont bénéficié même de bourses pour pouvoir les soutenir un tout petit peu. Donc, pour dire qu'à un moment donné aussi... Mais non, mais quand même, c'est vrai que est-ce qu'on ne trouve pas beaucoup d'excuses? Je viens d'une famille modeste. Je prenais le Waouh pour aller à l'école. Je n'avais pas de chauffeur, j'allais au lycée Sainte-Marie. C'est vrai que j'avais une bonne moyenne au CP qui m'a permis d'aller dans cette école d'excellence, mais j'étais dans les conditions. C'est vrai que c'était exceptionnel parce qu'on n'était pas nombreuses dans les classes, on était très bien suivis. C'est vrai qu'on nous demandait de nous couper les cheveux et ça nous permettait également de nous concentrer à l'école. Mais par exemple, au lycée Sainte-Marie, de la 6e jusqu'en terminale, on faisait des devoirs non surveillés, où nous-mêmes on s'auto-surveillait. C'était une honte pour nous de tricher. Bon, moi, je n'ai pas connu ça. Alors, moi, j'ai fréquenté au lycée moderne de Divaux. C'est des cas exceptionnels, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les écoles. Dans la classe. Voilà, de tous les lycées. Je suis devenu quoi? J'étais un délinquant, c'est ça? Non, mais les autres sont devenus quoi? Je connais plein de gens qui ont bien réussi. Il y a des gens brillants qui étaient dans les mêmes conditions. Non, il y a la famille dans laquelle tu as vécu, il y a tous ces éléments-là qui ont... En fait, je pense que ce que Brice essaie de dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on appesantisse toute la problématique, en fait, sur le système au niveau de, qu'on appelle ça, des dirigeants. Non, pas le système en général. Le système est pourri. Voilà. Le système, c'est pas. On a besoin que les parents, quand ils arrivent. Oui, parce que les parents eux-mêmes, ils ont leur part à jouer. Les élèves ont leur part à jouer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, notre système scolaire aujourd'hui est devenu. On est rentré dans le système LMD. Le système LMD qui veut que l'enseignant donne 50 ou 60% de l'enseignement. Et l'élève lui-même doit aller chercher le reste. Il doit être curieux. Voilà, il doit être curieux. Tu parlais tout à l'heure de curiosité. Malheureusement, ces étudiants, ces élèves, même quand l'enseignant donne le B.A.B.A., comment on appelle ça, le process de base, après, l'élève qui a un téléphone, ils ont pratiquement tous des smartphones. Pour ceux que je connais, je ne parle pas de ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais à Abidjan ici, pour ceux que je connais, généralement, le gars, il ne prend même pas la peine d'aller chercher. Mais va sur son compte des réseaux sociaux, c'est autre chose que tu vas le trouver. Voilà, tu parlais, tu dis le Jessie Midjessa de Feu Arafat, il va te le chanter par cœur. Mais il y a cette problématique-là aussi. Donc, à un moment donné, quand on pointe du doigt le ministère, quand on pointe du doigt les enseignants, il faut pointer du doigt les premiers concernés qui sont eux-mêmes les élèves. Non, ça aussi, c'est important. Non, ça on l'entend. Le problème, c'est que quand on est dans un contexte où on ouvre des états généraux parce qu'on est conscient que l'école ivoirienne va mal, c'est qu'on estime que tout au niveau de cette chaîne a un problème et on ne vient pas sanctionner un seul maillon de la chaîne. Non, Brice, pour terminer. Ouais. On ne sanctionne pas un seul maillon de la chaîne. Si aujourd'hui on dit, OK,
on renvoie les pauvres élèves qui ont en dessous de 8,5, alors qu'on sait que l'école va mal et que toutes les conditions ne sont pas réunies. OK, est-ce qu'on a des critères d'évaluation pour les enseignants? Est-ce qu'ils seront renvoyés au bout de 2 années où ils ont un certain taux d'élèves qui décrochent? Mais moi, j'ai une question que je voulais poser, si on me permet. Est-ce qu'on a un système d'évaluation pour les différentes écoles? En fait, c'est ce que je veux dire. C'est que si, à un niveau de la chaîne, on estime que toutes les responsabilités sont partagées, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Mais dans ce cas, il faut que les sanctions également soient partagées. Moi, la question sinon, on ne met pas de sanctions et on attend que les conditions soient réunies avant de s'en prendre aux élèves qui sont les derniers. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que nous, en notre temps, quand on partait à l'école, on ne nous renvoyait pas aussi? On nous renvoyait quand on n'avait pas la moyenne. On sortait du système. Et on sortait clairement du système. Et généralement, quand on sortait du système, c'est en ce moment-là qu'on nous envoyait la fiche jaune. Quand tu arrivais en classe de 3e, on t'envoyait la fiche jaune. Aujourd'hui, je pense qu'ils appellent ça l'école de la seconde chance et autres. Je dis, même quand on dit tu sors du système éducatif, moi, ce qui me gêne, c'est le mot seconde chance. Mais, je veux dire, ne pensons pas que ce renvoi qui est fait aujourd'hui, là, ça date de maintenant, ça ne date pas de maintenant. Depuis les années... Quand on fixe une note pour dire si vous avez en dessous de 8,50, il y a aussi une façon de challenger ces élèves-là. Il y a une façon de leur dire, mais c'est un peu comme dans la société, si vous voulez, vous allez en prison, il y a toujours quelque chose qu'on présente. On n'a pas dit que systématiquement, mais on dit, c'est notre façon d'inciter les gens à éviter de se retrouver dans ces cas-là. Comme Daouda le disait, il y a 10 ans, quand vous aviez moins de 7 ou 8,50, on vous excluait. Derrière, n'oublions pas le rapport PASSEC pour lequel on a parlé ici sur plusieurs jours, qui malheureusement était une sorte de déchéance du système éducatif, parce que être presque dernier de ce classement de meilleur système éducatif en Afrique et se retrouver presque dernier, et ça, c'était pas acceptable du tout. Mais ça montre qu'il y a un diagnostic à faire. On n'a pas eu d'état généraux pour l'instant, on n'a pas les résultats, mais à chacun des niveaux de la chaîne, à chacun des maillons de la chaîne, il faut apporter des solutions. Que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau également des différentes directions, les parents également, il faut apporter des solutions. La chaîne, elle est grande. Jusqu'aux conditions sociales. Totalement, les conditions sociales et tout ça. C'est la société en elle-même pour laquelle il faut trouver des solutions. Quand je prends le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère qui a la plus importante dotation de budget pour 2023. J'aurais dit le grand mot, les grands remèdes. Oui, 12% d'augmentation. Et j'espère que pour 2023, en plus de la divulgation donc des résultats des états généraux et des solutions qui sont déjà apportées et qui vont être apportées, on va voir une amélioration de ce système. Parce que de toute façon, 8,50 en dessous de 8,50 ou de 8,50, c'est pas bon. Parce qu'on veut être compétitif à l'international. On s'étonne que nos diplômes ne sont pas compétitifs à l'international. Lorsqu'on va à l'étranger pour étudier, on est obligé de refaire la classe pour laquelle on a eu le diplôme. On n'est pas reconnu à l'international. Ces diplômes ne sont pas reconnus à l'international. Parce que la question que j'allais vous poser, c'est, OK, vous dites que le système va mal, donc quand on dit 8,50, on n'a pas les sorties. On n'a pas les sorties, par exemple. Qu'est-ce qu'on propose? On fait quoi? Non, mais on n'a pas dit de ne pas les sortir forcément. On a posé une question qui est simple. Que deviennent-ils après? Que fait la République de ces jeunes-là qui sortiront du système scolaire classique? Est-ce qu'ils auront droit à une formation ou dans un lycée technique? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour absorber les milliers de jeunes qui seront exclus à la fin de cette année? Voilà les questions qui exigent quand même des réponses claires. Parce qu'on me dit, oui, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 2 siècles, on faisait ceci. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait par le passé telle chose et que le temps passant, on doit refaire la même chose. Voilà, que ça peut marcher aujourd'hui. Non, mais pour dire qu'on ne refait pas le monde. Non, on refait le monde parce que nous sommes 30 millions d'habitants avec des enjeux de sécurité, avec une jeunesse qui est parfois l'appât des mouvements terroristes. Et ces jeunes-là, quand ils sortent du système scolaire, s'ils ne sont pas réinsérés dans la société, ils iront sur les chemins. Ils ne sont pas laissés pour quand ils sortent du système scolaire, il y a, bon, évidemment, ils ne sont plus dans le système classique. Public, ils peuvent aller au privé. Mais le privé, il faut de l'argent. Oui, bon, je sais. Mais il y a également l'école de la seconde chance. Parce qu'ils ne sortent pas carrément du système. Sortez un peu des beaux concepts. Non, vous ne pouvez pas dire que l'école de la seconde chance, ce n'est qu'un concept. Bon, expliquez-moi, c'est quoi l'école de la seconde chance? On a reçu le problème de l'école de la seconde chance, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et autres parle de l'école de la seconde chance, mais en vérité, c'est l'enseignement technique. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses industries qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, même avec le GIZ, parce que généralement, quand ils viennent, ils disent, on installe nos entreprises, mais malheureusement, il n'y a pas de main-d'œuvre.
la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Donc finalement, il faut les former à tout moment. Donc même quand ces enfants-là sortent du système éducatif classique, ils reviennent dans le système de la formation professionnelle et de l'insertion. C'est pour cette raison, justement, je pense qu'ils ont parlé d'année de la jeunesse. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ait beaucoup plus d'établissements professionnels pour pouvoir former, que ce concept dont vous parlez là a besoin. Plus la promotion de la formation professionnelle et technique. Et bien d'autres choses. C'est là où on a besoin de main-d'œuvre. La promotion des valeurs, la promotion... Et que ce ne soit pas le lieu des bras cassés. Exactement. Voilà. Bon. En tout cas, il y a une vraie réflexion à mener donc, autour de la question. Oui, c'est d'ailleurs ça, on se pose des questions. Voilà. Et je pense que Madame le proviseur du lycée d'Adzopé, elle fait bien, justement, d'attirer l'attention. Elle tire un tout petit peu à travers ses propos sur la sonnette d'alarme, déjà pour galvaniser elle a même demandé à ses enseignants de redoubler d'efforts afin d'améliorer les résultats. Parce et que justement, du problème, si vous êtes un parent et que vous avez ces statistiques-là, vous-même, vous pouvez regarder différemment votre enfant pour dire peut-être qu'il faut que je redouble également d'efforts. Donc c'est une sonnette d'alarme à l'endroit des parents, des enfants eux-mêmes qui ont besoin des enseignants, des enseignants, de l'ensemble du système. Mais que les conditions soient réunies pour étudier dans des meilleures conditions, voilà, que tout soit mis en place, qu'il y ait des bibliothèques au moins dans les lycées, qu'il y ait les endroits où les enfants peuvent se cultiver, qu'ils aient accès à l'Internet. Vous disiez tout à l'heure qu'on est 30 millions, ça a évolué. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut le faire. Il y a des bibliothèques numériques, il y a beaucoup de choses. Les petits Japonais, ils ont des tablettes, par exemple, vous voyez, sur lesquelles sont embarqués les écoles maintenant. Et surtout, quand on est dans un contexte où on demande de faire revenir la dictée parce qu'on estime que l'école ivoirienne va mal, il faut mettre en place des systèmes de mise à niveau. Parce qu'on ne peut pas venir demander à des enfants qui ne sont pas à niveau d'avoir la moyenne. Parce qu'on ne les a pas mis à niveau. Et quand parce on n'a pas la moyenne, que font-on d'eux? Voilà la question. Il faut les aider. En tout cas, on va les accompagner. Nous, on va au JT, on permet donc à nos téléspectateurs. En tout cas, vous êtes très nombreux à réagir sur nos pages. Il fut le débat. On va lire, mais il y a le JT. Il y en a des impératifs, nous. Vous pouvez continuer les débats pendant le JT hors antenne. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on soit exclu, il faut qu'on ait la pub. Ben voilà. Allez, on va au JT et on se retrouve juste derrière. Sait-on jamais? On verra si on peut continuer le débat. Mais en tout cas, monsieur de Perpignan sera juste là et notre invité aussi. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Talk. Le JT était à l'instant présenté par Sharon Camara. On vous donne rendez-vous demain à partir de 12h45 pour une autre session d'information. On profite pour faire un coucou à toute la direction de l'information, à tous les journalistes, à tous les reporters. On ne les salue pas souvent, on ne fait pas beaucoup de coucous. Eux-mêmes ne peuvent pas se faire des coucous dans leurs propres journaux. Donc on a décidé de penser à eux aujourd'hui, à tous les reporters, à tous les cadreurs, à tous les géris. Donc on dit c'est les géris désormais, des journalistes reporters d'image. JRI, voilà. Vous baladez. Et j'en suis un. Vous êtes JRI aussi? Ben voilà, Daouda. Alain Toussaint, s'il vous plaît, vous pouvez noter, Daouda également JRI. Daouda, l'homme qui est tout. Voilà, qui a fait tout. Nous serons dans un très court instant en compagnie de Dr Fegbo Dagbo-Pierre. Il est enseignant-chercheur, secouriste en sécurité, consultant expert en sécurité professionnelle. Avec lui, on évoquera l'épineuse question des AVC. Donc, comment prévenir les AVC, comment prendre en charge des personnes malheureusement victimes des AVC. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec lui. Mais avant, je vais partager une bonne nouvelle avec Madame Bleu. Eh bien, au Burkina Faso, les femmes dont on parlait il y a quelques jours sur notre plateau qui avaient été enlevées, donc en tout cas qui auraient été enlevées, ont été retrouvées. Oui, je savais ça. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Le lendemain, j'ai appris la nouvelle et j'étais très contente de savoir qu'elles avaient été retrouvées. En plus, il y avait également des enfants en bas âge qui étaient avec elles, qui ont également été retrouvés. Et, ça fait plaisir. On dit lors d'une patrouille. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Alors, justement, à propos du Burkina Faso, assez rapidement, on a également la situation donc, des militaires français. Donc, oui. Qui sont sur le départ? Bon, on va dire ça comme ça, mais je pense que Ouagadougou a lancé plus ou moins un ultimatum au Quai d'Orsay. À demander, oui. Parce qu'un ultimatum, bon. Mais c'est pratiquement, si on te demande de faire ça dans les plus brefs délais, d'un mois carrément, ça c'est pratiquement un ultimatum. Très bien. Il demandait à ce que les soldats français de la force Sabre, qui sont au nombre de 400, de quitter le territoire burkinabé. Voilà. Qu'est-ce qui justifie cette décision de l'État burkinabé? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de supputations. Depuis la prise de pouvoir même par le capitaine Traoré, lors du 9e coup d'État au Burkina, on avait vu, il y avait les premières prémices. Déjà, il y a eu des manifestations
qui ont eu lieu. L'ambassade de la France a été prise à partie, l'Institut français, le drapeau français avait même été brûlé. On a vu d'autres drapeaux émerger. Drapeau russe en l'occurrence. Drapeau russe en l'occurrence. En plus de cela, je ne sais pas si tu te rappelles très bien, après, il y a eu la suspension du RFI. Après cela, Ouagadougou a encore demandé le départ de l'ambassadeur de France parce qu'il ne voulait plus échanger avec ce dernier. Après cela, on a vu 2 citoyens français qui ont été interpellés puis expulsés du Burkina pour tentative d'espionnage. Je pense qu'il y avait beaucoup de prémices. Ils estiment aujourd'hui que la force SAB ne leur apporte rien dans la lutte contre le djihadisme auquel ils font face en fait aujourd'hui au Burkina. Très bien. Donc, la France n'a pas encore réagi à cette... Je pense que la France a plus ou moins réagi par le biais de son président même qui attend des précisions. D'après ce que j'ai lu dans la presse française, le président Macron attend des précisions de Ouagadougou pour savoir réellement ce qu'il veut et en fonction de ça, ils vont aviser. Bon, je pense que c'est des discours diplomatiques. Bien sûr. Parce que les gens disent, bon, on ne veut plus que vous soyez chez nous. Bon, vous dites, précisez-nous pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit chez vous. C'est un déni, on va dire que c'est un déni de la France, certainement. En tout cas, une source proche du gouvernement a précisé que ce n'était pas la rupture des relations avec la France, c'était juste une notification qui concernait la fin des accords de coopération militaire entre le Burkina Faso et la France, tout simplement. Mais moi, en tout cas, moi, une chose est certaine, ce qui m'écoeure un peu dans la situation, c'est que mettre la France dehors pour faire rentrer une autre force, je dis... Non, mais je ne sais pas s'ils ont placé les situations comme ça. Non, ce n'est pas placé comme ça. Non, ce n'est pas placé comme ça, mais une chose est certaine, tu sais que le Premier ministre burkinabé a eu une audience avec l'ambassadeur de la Russie là-bas. Au sortir de cette audience, il avait dit que le choix de la Russie était un choix de raison. Il a même effectué un voyage en Russie, plus ou moins en catimini. Il est revenu. Bon, je veux dire, ils ont divers... Je sais que le capitaine Traoré avait donc évoqué la possibilité de travailler avec tout le monde. Donc du coup, ce n'est pas un remplacement basket pour dire... On espère bien que ce ne sera pas un remplacement basket, mais je veux dire... En fait, ce remplacement, comme tu le dis, peut-être que cette situation est perçue par la France comme remplacement basket. Mais bon, certainement qu'ils veulent tester d'autres coopérations militaires. Bon, on verra ce que ça donne s'ils ne sont pas satisfaits de ce que la France leur a apporté pendant ces nombreuses années sur le terrain. En tout cas, ça, c'est certain. Très bien. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers frères. Tout ça, ça donne mal à la tête. On a peur pour notre cœur, hein, finalement, avec tout ce qu'on entend. D'accord. Avec belle vous, transition, ça. merci, Réna. Il connaît son travail. C'est le roi. Le roi 12-12. Il maîtrise. Docteur, je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur secouriste, consultant, un expert en sécurité professionnelle. Avec vous, ce soir, on parle de la crise d'AVC. Donc d'accidents cardiovasculaires. C'est ça, cardiovasculaires, pour changer l'ordre des choses. Comment on présente cet accident-là? Il provient d'où? Parce que de plus en plus, Daouda en parlait il y a quelques jours, de plus en plus, eh bien, on entend parler depuis quelques années aujourd'hui, et même chez les jeunes. Ils sont de plus en plus jeunes, les cas. Ah, c'est cardiovasculaire, c'est pas vasculaire cérébral? Oui, ici, les thèmes francophones et anglophones. Donc, les abréviations comme les cycles ou les acronymes peuvent changer de format. D'accord, ok. Voilà. Là, c'était une parenthèse. Oui. À quel moment on parle d'AVC? Merci. Avant tout propos, je tiens à vous remercier infiniment de nous associer à la recherche des solutions pour ce mal pernicieux ou pour ce tueur silencieux. Les AVC touche directement au cerveau. Or, dans la circulation, et nous parlons sous le couvert des cardiologues, des neurologues et j'en passe, les spécialistes. Il concerne le cerveau dans quelle mesure? Dans la circulation sanguine, c'est le cœur qui est le moteur, comme un véhicule. Donc, c'est le cœur qui donne à l'ensemble de l'organisme le sang. Mais dans cet organisme, nous avons les canaux qu'on va appeler veines, artères, et capillaires. Au niveau de la tête, on n'a pas de grosses veines, mais ce sont les petites veines ou les petites artères qui facilement peuvent s'exploser. Et quand nous assistons à un accident au niveau de la tête
où ce canal, qu'on va appeler veine ou artère ou capillaire, est obstrué, c'est-à-dire bouché, vous sentez le picotement, une douleur très aiguë. Dans ce cas aussi, la victime peut succomber. Dans ce cas précis, on parle d'AVC ischémique. On sent les picotements à quel niveau? Au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Oui, parce que de ce que j'ai envie de dire, comme idée reçue, les gens on a toujours imaginé que c'était au niveau du cœur. Les picotements au niveau du cœur? Non, là, c'est totalement différent. Okay. Au niveau du cœur, on va parler d'infarction cardiaque. Très bien. C'est là qu'on parle de la crise cardiaque. Oui. Voilà. Okay. Donc là, il y a les maladies qui touchent au cœur. Donc en cardiologie, sur le couvert des spécialistes, ils ont séparé les deux départements. Très très bien. Voilà. Donc pour ce soir, il faudrait que nous soyons... Bien sûr, si vous ne permettez pas encore finir la définition. Allez-y, allez-y. Parce qu'on fait tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'accord, donc bon, donnez-moi une minute. D'accord. Donc, dans le cas où c'est une ampoule qui se crée au niveau de ces tuyaux ou veines ou artères, il y a comme une ampoule réelle qui s'éclate. Faisant jaillir son contenu, comme on appelle le sang, sur le cerveau ou le cervelet. Dans ce cas précis, on parle d'AVC hémorragique. Et le troisième groupe sont les AIT, accident ischémique temporaire, que tout le monde a déjà traversé mais sans le savoir. Wow. C'est pourquoi avec la Fondation Lévi d'Inter, qui nous accompagne dans ce processus de sensibilisation et de formation, ces trois formes surviennent 30 jours francs avant la survenue de l'AVC. Et on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Donc les AIT, c'est le signalement que le corps, un message que le corps envoie à l'individu. Très bien. Alors vu que vous avez message, c'est quoi? Vous avez commencé à en parler justement. D'accord. Quels sont les signes avant-coureurs, annonciateurs justement d'un AVC? Vous avez parlé d'un AIT. Qu'est-ce que c'est? En fait, physiquement, comment on le ressent? Physiquement, nous avons les picotements au niveau de la tête, mais c'est une douleur plutôt aiguë, très aiguë. Et dans les cas, nous avons suivi depuis 2012 dans ce projet, la personne va de façon inattendue pencher les deux mains, les deux paumes sur la partie où il sent le mal. Regardez. Donc là, c'est un signe, mais ce n'est pas encore l'AVC. Ce signe est temporaire, ce qui a dit AIT, accident ischémique temporaire. Donc ça passe 1 à 2 minutes. Donc et ça peut revenir plusieurs fois. Pendant 1 à 2 minutes, régulièrement, vous avez des douleurs aiguës au niveau de la tête? Oui, oui. Okay. Ce matin, on était à la radio Côte d'Ivoire, où une personne appelée de Djokoué, et nous a montré les signes. On lui a dit, bon, il n'est pas encore trop tard pour voir les spécialistes de la question. Très bien. À part ce signe, docteur, il y a plus d'autres signes? Non, il y a plusieurs signes. Très bien. Il y a aussi la perte de la parole. Vous, en tant que journaliste, ça peut être indirect, comme indifféré. Vous avez la parole comme vous. Et puis, bon, pas vous. J'ai vu ça dans une émission. J'ai vu ça dans une émission dernièrement. J'ai vu ça dans une émission dernièrement. Voilà, la personne perd la parole. Balbutie, elle n'arrive pas à trouver ses mots. Oui. Elle est méconnaissable. Dans ce cas précis, sa langue devient très très lourde. Or, c'est la langue qui permet les syllabes. Dans un clin d'œil, vous voyez votre ami qui perd la parole et tout est comme s'il n'avait jamais rien appris à l'école. Wow. Il y a aussi un autre signe, on continue. Oui. La personne ne parvient pas à répéter les mots. Dans ce cas précis, on a dit il perd la parole, là il ne parle pas. Mais l'autre, il balbutie. Il balbutie. La perte de la parole. Donc on peut déjà s'arrêter. Très bien. J'ai une question dans ce sens en fait, parce que je voulais savoir, parce que là c'est des signaux qu'on peut peut-être détecter. Moi j'ai le père d'une amie, quand il a fait son AVC et qu'ils sont allés et qu'ils ont dit que c'était un AVC, ils ont dit qu'il était à son 7e ou son 8e, je ne sais plus, alors qu'il n'était même pas au courant. C'est qu'on appelle l'AIT. Son premier. Ok, mais donc ça, on ne ressent rien finalement, parce qu'il n'avait pas souvenir... L'AIT n'est pas encore l'accident. Accident en termes de... AVC ischémique ou hémorragique. Donc finalement, on ne peut pas savoir, ce sont juste des petits signaux comme ça qui... Oui, mais c'est pourquoi vous nous avez invités dans ces chapelles où il fait bon vivre, où les connaissances sont diffusées et le monde entier entend. C'est pourquoi nous venons à vous, avec la Fondation, pour sensibiliser d'abord la population et former les cadres supérieurs comme vous.
Très bien. Est-ce qu'il faut faire des examens comme on le fait Donc, par la vraie exemple, question, c'est que en faut-il bilan de faire santé Voilà. pour pouvoir vérifier par exemple à travers une IRM, vérifier si on n'a pas déjà fait des épisodes d'AVC. d'AIT. Voilà, bien sûr. C'est pourquoi la CAT, ici en sécurité des conduites à tenir, si vous êtes bien formé par nous, si vous êtes bien sensibilisé, vous allez connaître l'ensemble des signaux majeurs. Donc dans ce cas, on rejoint la belle dame. Donc conduite à tenir à l'hôpital, les spécialistes. Très bien. Donc la première démarche, lorsqu'on ressent un petit indice de ce que vous avez évoqué là, tout de suite se diriger vers un hôpital et un spécialiste. Obligatoirement. Mais est-ce qu'il y a des prédispositions? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être génétique ou est-ce qu'on peut Héréditaire. estimer qu'avec un négatif. certain rythme de vie, on peut être plus prédisposé qu'une autre personne? Un rythme de vie négatif. Mais non, mais d'autant que vous répondez peut-être un peu trop. Peut-être. Elle a posé 3 cas de figure. Mais est-ce que l'alimentation, le rythme de vie, il y a des personnes qu'on estime être beaucoup stressées, qui travaillent beaucoup, est-ce que ça qui consomment beaucoup prédispose un peu d'alcool? plus l'âge, par Bien exemple? sûr. Voilà, Là, voici les facteurs majeurs. Voilà. Ok. Voici les facteurs majeurs. Si vous êtes constamment stressé, mais vous êtes candidat ou candidate potentiel à l'AVC, là c'est inévitable. La surcharge en matière de profession ou du travail. Vous avez beaucoup de tâches à accomplir en un clin d'œil. Le travail sous pression. Le surménage. Le surménage. Oh, c'est un corpus physiologique. Et quand vous verrez les cardiologues, les neurologues, les diabétologues, ils vont vous expliquer en long et en large. Le stress aujourd'hui en Afrique occupe la 3e position de cause de mortalité. Vous êtes stressé où? Au travail. Vous êtes stressé à la maison. Vous êtes stressé au village. C'est-à-dire, partout où vous êtes stressé. Donc, il y a une perturbation La pression forte sociale. de la pression sanguine. Et il y a comme un dysfonctionnement au niveau même des oreillettes. Là, ils sont en pas de fibrillation auriculaire. C'est-à-dire les oreillettes n'arrivent pas à canaliser le sang, à pomper le sang pour aller vers le cerveau et dans l'organisme tout entier. Là, vous parlez des questions de stress. À côté de ça, il y a la qualité de vie. Bien sûr. L'alimentation, il y a des la facteurs. nutrition. Là aussi, on y revient. Oui. L'alimentation y joue pour beaucoup. Dans la mesure où, si l'alimentation est déséquilibrée, les heures où prendre le repas n'est pas convenable. Dans le métabolisme de base du corps humain, c'est 21h00. 21h. Mais en Afrique, oui, quand vous devez avoir, comme le frère le dit, une vie saine en matière d'alimentation, c'est de manger tôt. C'est de manger tôt. Ah, ça là. C'est vrai que les Asiatiques mangent tôt relativement tôt. Ils mangent vers 18h. Manger tôt. Et pas gras? Pas trop gras. Si c'est gras, accompagné ce repas de citron. Et beaucoup de sport. Aussi le sport. Pour que toutes ces toxines puissent sortir du corps par les pores, soient éliminées. Faire le fitness, même au salon, dans la chambre. On peut faire ce sport-là, le fitness. Exactement. Très bien. Il y a aussi les facteurs aggravants, l'alcool, la cigarette, la drogue. Oui, mais on va compléter la liste des aphrodisiaques. Les jeunes veulent s'exprimer, une performance inédite. C'était le nom de... Il veut s'exprimer. Ah, on va pas citer le nom des Non, c'est pas la boîte, mais il veut dire les aphrodisiaques. Mais pourquoi les jeunes Parce qu'effectivement, on n'avait pas mais attention, compris les pourquoi aphrodisiaques, on aujourd'hui parle un grand souvent de nombre... jus de gingembre, c'est un aphrodisiaque, donc... Non, mais après, Mais c'est vrai, hein, c'est la raison. Non, on ne donne pas de recette. Voilà, on va recentrer le débat, s'il vous plaît. Nous, on ne donne pas de recette, parce que nous savons que sous le couvert de nos aînés, les cardiologues, neurologues et autres, quand ils seront avec nous pour la formation, ils vont expliquer en long et en large. Ils parlent d'aphrodisiaques. Mais derrière, il y a des boissons énergisantes. Oui, là, au moins, il peut en parler. Oui. Voilà, mais ce que nous voyons sur Internet, il faut prendre un peu de citron, il faut prendre ceci, là, ils ne sont pas responsables. Voilà. Très bien. Quand nos aînés seront là, ils vont mieux le détailler avec les preuves scientifiques. D'accord. Mais quand on revient sur la boisson énergisante, là, c'est juste, on ne cite pas de nom, mais comment on va faire ça? Alors, il y a des boissons énergisantes. Bon, d'accord, voilà. Il y a, par exemple, une boisson qui n'est pas pour les pays tropicaux, mais pour le climat tempéré, pour l'équilibre du corps, mais qui est consommée fortement en Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être un mélange de vodka et d'énergisant. Bon, on peut dire vodka au moins. Oui, vodka, une boisson de taurine.
Non, ça c'est Bon, je d'accord, comprends. d'accord. Vous voyez un peu, mais dans ces pays où c'est consommé, les climats tempérés, il y a toujours la neige. Il fait froid. Et ces personnes vont en mission de la neige pour 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Donc, ils ont besoin de ces boissons pour avoir l'équilibre du corps par la chaleur. Mais ces boissons donnent la chaleur, la vigueur, la performance. Mais déjà, nous sommes chez nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire. L'Afrique subsaharienne, il fait très chaud. Donc, si vous associez de la chaleur à chaleur, ça Mais fait une et le surchauffe. café? Et puis, de la chaleur à chaleur, ça fait de la surchauffe. Et le café, parce que c'est un stimulant aussi. Oui. Mais À une certaine... Oui, à une certaine dose. Ok, Voilà. d'accord. Très bien. Dans Alors, l'excès. La question, quand on a fini... Vraiment, je te vois venir. Non, Daouda consomme du café Oui, à dose vraiment très modérée. C'est ce que nous appelons la règle d'or. Dans la règle d'or, il faut respecter la moitié de tout ce qui est facteur. Si tu consommes, tu es rassasié, tu t'arrêtes. Tu prends la boisson, c'est quelque chose, tu sais que toi, c'est 1 verre qui te suffit, 2 verres, ça c'est la règle d'or. Plus, ça entraîne des conséquences. À tous les niveaux, même la nourriture. C'est ça. Tout excès, tout excès. Tout excès de nuit, c'est ça. Alors, la prochaine question, c'est du secourisme. Je sais que vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes secouriste. Alors, en termes de secourisme aujourd'hui, quels sont les premiers gestes quand on est en face de quelqu'un qui fait une crise d'AVC, ou peut-être soi-même, lorsqu'on sent un certain nombre d'indices, d'indicateurs, comme vous avez évoqué tout à l'heure? D'accord. Le secourir, bon, si vous le souhaitez, on va revenir pour faire la pratique. Il y a assez d'espace, elle est nate. Oui. Mais pour une personne qui est en cours de faire un AVC, il y a les signes. Il y a de cela 3 jours, mon voisin, bon, il est déjà tombé 5 fois, dès la 6e fois. Mais il était à l'église, à la messe de 6 heures. Il suivait l'homélie du prêtre. Et tout à coup, il a perdu toutes ses forces. Donc, il y a d'abord la perte des forces. C'est-à-dire que tu perds toutes tes forces en un clin d'œil. C'est pour ça que la personne s'effondre éventuellement. Oui, oui. Donc, il a fallu sa voisine pour l'attraper. Et la sécurité est venue le prendre en direction à la maison. Oh, en temps normal, la CAT était à l'hôpital. Mais d'abord, le déposer à la maison pour qu'il se repose. Ça a été une erreur. Donc, c'est après qu'il a insisté, puis ils l'ont renvoyé à l'hôpital. Vous voyez? Donc, dans ce cas, le secouriste, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord vérifier la conscience primitive, entrer en contact avec la victime, en demandant si elle t'entend de bouger légèrement ses cils ou ses paupières. Et quand elle abdique, elle accepte, donc ça veut dire qu'elle est encore consciente. Mais il peut y avoir les cas où elle est dans le coma léger. Dans le coma léger, là, pour nous, depuis 2012, on prend une petite aiguille pour essayer de picoter en bas, la plante du pied, légèrement. Et si elle réagit, elle est encore avec nous. Mais dans le cas échéant, ça s'appelle le coma profond. Donc la CAT, c'est toujours l'évacuer. La CAT, c'est la conduite à tenir. Voilà. Et il y a également, je crois, la bouche qui se tord. Parce que mon père également, il a eu un AVC il y a quelques années. Et quand j'étais rentrée, que j'ai vu son visage, je lui ai dit, mais toi, il y a un problème, je sens que tu es en train de faire un AVC, il faut qu'on aille à l'Institut de cardiologie. Bon, il a résisté, il ne voulait pas. Mais une partie de sa bouche était complètement tordue. Donc on est parti à l'Institut de cardiologie et c'est là qu'on a découvert qu'il avait fait en fait plus AIT. Exactement, plus AIT. En tout cas, on retient donc, parce que nous avons fait un entretien, docteur, malheureusement, on retiendra donc la première chose, c'est dans un premier temps s'assurer de l'état de la personne, de Il n'est pas encore fini. Allez-y. On a été sur la conscience, on a fini la conscience. D'accord. Maintenant, il faut vérifier la ventilation. Est-ce que la personne, bon, nous, on dit respire bien. Dans notre terme, on dit ventilation. Et la personne ventile bien. Donc, on fait le goy. C'est-à-dire, on va placer la joue sur le nez, la bouche de la personne pour voir l'air qui sort des poumons. Si elle est dans le tempo du chrono, ta, ta, ta. Donc, si il respire dans ce registre, dans ce cas précis, on dirait que la victime ventile bien. En cas échéant, pour le cas de son papa, la respiration devient encore plus rapide, très rapide. Très bien. Alors, docteur, malheureusement, on en fait une émission. Hein. Mais on va revenir. Mais je sais, on va vous inviter. Mais je voulais juste globalement résumer les étapes. Donc, la première étape, s'assurer donc de l'état de conscience de la personne. Et la conduite à tenir, c'est l'orienter vers un centre de santé. D'urgence. C'est ça. C'est ça. Okay. Très bien. Il ne faut pas jouer les médecins.
Voilà. Les Toujours. histoires de massage cardiaque et tout ça, ouais, non, franchement. non, quand on n'est pas entraîné, On quand on n'est n'est pas pas formé. formé, on doit oublier le massage cardiaque. Est-ce qu'il y a un numéro, docteur? Est-ce qu'il y a, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations complémentaires, comment vous contacter, comment rentrer en contact avec vous, comment discuter avec vous, comment vous soumettre des situations? D'accord, là c'est la fondation. Oui. Les vite. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous, docteur, je prends la promesse, demain, sur ce plateau, on va communiquer le numéro de la fondation, comme on en fait l'émission. Ça, c'est notre mission. Anna, vous me rappelez, ce sera demain. On va rappeler le numéro de la fondation. Si elle ne fondation. rappelle pas, moi, je vais lui rappeler. Moi également, je vais te rappeler. D'accord. Merci. Et l'une des thérapies contre le stress dont vous parliez, c'est le rire. C'est le rire. Vous faites bien la transition. Je vais compléter. Il n'y a pas seulement le rire. Il y a le rire, le sourire, la danse et les pleurs. Mais lui, il a tout ça. Il a tout ça, celui qui arrive. Monsieur de Perpignan. Merci. Ah ouais. Elle écrit aussi, ça, ça chasse. Faisons tout pour libérer le corps. Voilà, tout. Alors, pleurs, oui, ça détend, ça libère. Oui. Après votre brillante prestation au Palais de la Culture, vous êtes avec nous, on rigole. Oui. En tant que médecin aussi, parce que j'ai fait le même boulot que le monsieur. Non. Si. Vous étiez médecin? Médecin de garde. Voilà, bon? j'ai obtenu le bac. Après, je suis allé en France. J'ai étudié en secouriste cardiovasculaire, où je suis sorti mineur de ma promotion. Non, on dit majeur. Non, moi, j'avais 16 ans. Ah oui, non. Okay. Alors, docteur, est-ce que c'est bon de manger les œufs de dinde? C'est quoi cette question? Non, on ne peut pas parce que c'est pas où c'est le non. Bon, bref, allez. Mon bricot, actuellement, il y a des affaires qui marchent bien. Je voulais dire aux Ivoiriens, il faut investir. On nous a demandé de se reconvertir. Mais aujourd'hui, on a compris, et j'étais en bourse, et je vais vous donner le topo, le business qui marche beaucoup, qui va vous permettre aussi d'éviter les AVC, c'est d'investir dans la vente de canaries. Tu vas me dire comment franchement? Mais pour vendre bien les canaries, on a sorti les statistiques, il faut travailler avec un féticheur ou un marabout. Loin d'un marabout qui est installé, Donc le marabout qui lui reçoit par jour près de 50 personnes va les prescrire des canaries au-delà de 5 000 francs. Donc vous vendez 50 canaries par jour, vous avez 250 000 et en un mois vous avez 7 500 000 francs CFA. Et surtout que ces canaries ne sont pas réutilisables puisque se font casser à des carrefours pour chasser les AVC. Donc si vous avez tout ça, c'est que c'est déjà bon. Voilà. Bravo, monsieur de Perpignan. Monsieur de Perpignan vous donne rendez-vous le 11 février prochain. Il sera dans son one-man show baptisé C'est fort. On sera tous là. Il est magnifique. Merci, docteur. D'accord, merci beaucoup. Et puis, meilleure santé à tous ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui ont malheureusement été victimes d'AVC. Bon courage à vous et que Dieu vous fortifie. Bon, c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Prochaine escale demain. Tu ne fais pas décaler? Aïe, tu as déjà aussi une montre. Dieu veille sur vous. Dieu, venez Daouda, je vous fais un câlin. Allez, on se dit à demain. Merci pour l'amour. Merci. À demain. Il y a de tout ici.